L'histoire commence avec le fait que dans un endroit appelé désert, de nombreux monstres très dangereux et prédateurs se sont rassemblés. Tous les monstres avaient un seul objectif et cet homme s'appelait Licinius et il se préparait à riposter contre les monstres. Licinius se leva et se souvint des paroles de son grand-père selon lesquelles son petit-fils était encore trop faible et cela le rendait vraiment furieux maintenant. Licinius marchait et pensait qu'il voulait toujours paraître plus fort aux yeux de son grand-père et faisait tout ce qu'il pouvait pour cela. Et puis soudain, un monstre est apparu derrière lui de nulle part et a voulu attaquer Licinius pour s'occuper de lui une fois pour toutes. Licinius a été surpris et s'est retourné et a remarqué qu'un monstre avait commencé à s'approcher derrière lui et a commencé à réfléchir à un plan de sauvetage. Licinius est devenu très en colère contre cela et ses yeux se sont immédiatement remplis de sang et il a réalisé que s'il ne faisait rien, il mourrait là-bas. Licinius s'est souvenu que son grand-père avait dit qu'il devrait devenir plus fort et a immédiatement porté un coup puissant au monstre et l'a détruit. Licinius a affronté les monstres sans aucun problème et il était très fatigué après la bataille et s'est assis par terre et a décidé de se reposer pour reprendre des forces. Licinius tourna la tête et entendit des sons à côté de lui et réalisa qu'à côté de lui, quelqu'un se déplaçait le long de son chemin. Et puis soudain, un chariot avec des chariots s'est arrêté devant Licinius et quelqu'un a demandé à l'oncle Jao d'attendre une minute et de n'aller nulle part. Licinius a entendu quelqu'un dire qu'il y avait quelqu'un là-bas parce qu'il l'avait remarqué et se demandait qui pouvait se trouver dans de tels endroits. Licinius n'avait plus aucune force et à ce moment-là, il est tombé au sol et a perdu connaissance et les gens ont commencé à s'approcher de lui. Après cela, un jour s'est écoulé et Licinius est monté à cheval sur les routes plates avec les gens et finalement il a repris ses esprits. L'homme d'affaires Gu a demandé à Licinius qui il était et lui a dit que sa blessure était trop grave et qu'il avait besoin de se reposer pendant un moment. L'homme d'affaires Gu a dit à Licinius qu'il avait beaucoup de chance et que s'il n'avait pas été rencontré par leur caravane, il aurait été mangé par des animaux sauvages. Licinius a souri et a dit qu'il ne pensait pas que ce désert serait si vaste et a dit qu'il y avait erré toute la journée. L'homme d'affaires Gu l'a écouté et Licinius a dit qu'on lui disait toujours qu'il était très faible et qu'il avait besoin de s'entraîner beaucoup. L'homme d'affaires Gu a souri et a dit à Licinius qu'il était encore jeune et qu'il aurait l'espoir d'éveiller l'esprit combatif de son âme et de devenir fort. Gu a dit à Licinius que lorsqu'il deviendrait un guerrier des arts martiaux, il serait capable de se défendre dans ce désert et Li en fut très surpris. Licinius ne savait pas qui étaient les guerriers des arts martiaux et l'homme d'affaires Gu a demandé s'il ne le savait vraiment pas et a demandé à regarder le chef. Le nom du leader était Wu Xuangji et l'homme d'affaires Gu a déclaré que grâce au guerrier 4 étoiles, il pouvait marcher en toute confiance à travers ce désert. Licinius a regardé le chef de Wu Xuangji et s'est demandé s'il s'agissait d'un guerrier qui avait éveillé son esprit combatif et qui était très fort. Et puis tout à coup, la fille a dit à oncle Jao qu'il lui avait parlé de la bête dragon à 7 étoiles et elle est devenue très intéressée par cela. Son nom était Gu Ruqing et elle a demandé si ce jeune homme avait failli être tué et ils ont pris le nom de Licinius. Zhao Guangjia a demandé à mademoiselle Ruqing si elle plaisantait et a dit que c'était juste une adolescente qu'ils avaient récupérée dans le désert. Gu Ruqing a demandé à Zhao Guangjia comment tuer le dragon bête nocturne à 7 étoiles et tout à coup, les chevaux ont eu peur à ce moment-là. Zhao Guangjia a été très surpris et a demandé à mademoiselle Ruqing pourquoi les chevaux paniquaient autant et y avait-il vraiment des bandits ou des voleurs là-bas. Gu Ruqing a dit à oncle Zhao qu'elle ne savait pas ce qui se passait là-bas et il lui a interdit d'y aller car il pourrait y avoir des bandits là-bas. Mais Gu Ruqing est sorti du transport et a dit qu'ils allaient tous là-bas par une route dangereuse et qu'il pourrait y avoir des bandits et des monstres là-bas. Gu Ruqing a demandé si les voleurs pouvaient lui faire du mal et a dit à Wu Xuangzi qu'il l'accompagnerait et Zhao s'est figé à un tel ordre. Wu Xuangzi a souri et a dit à Miss Gu qu'elle avait raison et que pendant qu'il était avec eux, ces bandits n'étaient pour eux qu'une collation ordinaire au petit déjeuner. Gu Ruqing était d'accord avec Wu Xuangzi et a déclaré qu'après leur retour dans la ville de Ruqing, il préparerait un délicieux banquet de vin et célébrerait tout. Mais soudain, quelqu'un a dit à Gu Ruqing qu'elle pensait vraiment retourner en ville et a dit qu'il pensait qu'elle n'avait aucune chance. L'étranger a dit à mademoiselle Gu Ruqing que son père était maintenant dans le coma et qu'il était stupide de compter sur la petite fille pour protéger la famille Gu. Il a demandé à être autorisé à être le chef de famille et a demandé à Gu Ruqing si elle n'aurait pas dû se précipiter et épouser son fils plus rapidement. Wu Xuangzi a dit à l'homme qu'il était un vieux voleur et qu'il était un aîné qui voulait prendre le pouvoir dans la famille Gu et qu'il était un vieil homme méchant. Gu Ruqing a demandé à Gu Shangnu s'il était sûr de pouvoir l'attraper car il y avait un brave guerrier 4 étoiles à côté de lui. Gu Shangnu a commencé à rire et a demandé à Ruqing si elle pensait vraiment qu'il n'était pas préparé et si elle était fière de son courageux guerrier. Wu Xuangzi était très en colère contre les paroles de Gu Shangnu et a demandé comment il avait osé parler à Miss Ruqing comme ça et maintenant il sera puni. Wu Xuangzi s'est préparé et a immédiatement sauté de toutes ses forces vers Gu Shangnu et a voulu s'occuper de lui pour qu'il se taise enfin. Wu Xuangzi commença à s'approcher de Gu Shangnu et pensa qu'il était très fort et qu'il allait maintenant lui demander de s'excuser auprès de Miss Gu. Mais Gu Shangnu n'était pas du tout inquiet et a souri et a dit à M. Black d'agir et une étrange créature noire se tenait à côté de lui. Et à ce moment-là, soudain, une créature noire s'est envolée très rapidement vers Wu Xuangzi et elle a exécuté l'ordre de Gu Shangnu. Et puis à grande vitesse une créature noire s'est écrasée sur Wu Xuangzi et l'a arrêté et il n'a pas compris que cela l'avait arrêté si facilement.
Wushingji s'écrasa au sol de toutes ses forces et son peuple ne comprit pas ce qui était arrivé à leur maître Wushuangji et ce qui empêchait son attaque. Wushuang gisait sur le sol et n'en croyait pas ses yeux et dit à son peuple que cet homme en noir était très dangereux et fort. Et puis soudain, Wushuang a dit à son peuple que cet homme en noir était un guerrier 5 étoiles et qu'il était beaucoup plus fort que lui. Gu Ruqing et Zhao Guangjia se figèrent de surprise et se demandèrent si Gu Shangnu avait vraiment un guerrier si fort qu'il se cachait. Gu Shangnu a demandé à Gu Ruqing si elle pouvait toujours considérer sa proposition et accepter d'épouser son courageux fils. La guerrière en noir a dit à Gu Ruqing qu'en devenant sa belle-fille, elle n'aurait pas à se soucier de la caravane et serait toujours bien protégée. Gu Ruqing a dit à Gu Shangnu qu'il était temps pour lui d'arrêter de rêver et a dit qu'elle ne réaliserait jamais son souhait et ne se marierait jamais. Gu Shangnu s'est mis en colère et a dit à Gu Ruqing que puisqu'elle n'avait pas accepté son offre, elle ne pouvait pas lui reprocher d'être méchant, et à ce moment précis, Gu Shangnu a demandé à Black d'achever tout le monde et de n'épargner personne parce que Gu Ruqing l'avait vraiment énervé. Et puis Black s'est envolé vers Gu Ruqing et les gens de Miss ne savaient pas quoi faire avec un guerrier aussi fort parce qu'ils étaient faibles. Mademoiselle Gu Ruqing est tombée au sol et ses gens lui ont demandé de s'enfuir rapidement parce que le guerrier noir s'approchait presque d'elle. Gu Ruqing ferma les yeux et réalisa qu'elle ne pourrait pas s'échapper et que la fin viendrait pour elle maintenant et qu'elle ne pouvait rien y faire maintenant. Mais soudain, Lee King-yu s'est tenu devant Gu Ruqing et a demandé à Miss pourquoi il était nécessaire de s'enfuir, car il était possible de faire face différemment. Black a dit à Lee King-yu qu'il n'était qu'un idiot qui ne connaissait pas sa force et qui ne pouvait plus lui répondre. Black a regardé Lee King-yu d'un air menaçant et a dit qu'il allait maintenant mourir de ses mains et a commencé à s'approcher rapidement de lui. Lee King-yu a dit à Black qu'il l'ennuyait et a dit qu'il savait seulement parler et qu'il n'était capable de rien et qu'il était un faible. Lee King-yu serra fermement son poing et le balança et pensa que Black le sous-estimait clairement et il aimait vraiment ça. Et dès que Black s'est approché de Lee King-yu, il lui a porté un coup puissant et il ne pensait pas que Lee était si fort. Zhao Guangjia et le reste des gens étaient figés de surprise et de choc et ne pouvaient pas croire que Lee King-yu avait détruit Black si facilement. Gu Ruqing n'en croyait pas non plus ses yeux et pensait qui était ce type, qu'il pouvait facilement faire face à un guerrier aussi fort. Gu Shangnu a été surpris et s'est demandé si Black avait été tué par cet enfant d'un seul coup et c'était tout simplement impossible. Wushuang a souri et a dit à tout le monde que Lee King-yu était très fort et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un guerrier aussi fort soit avec eux. Lee King-yu a regardé sa main et a pensé qu'il était très faible parce qu'il ne pouvait pas oublier les paroles de son grand-père selon lesquelles il était un faible. Gu Ruqing a dit à Zhao Guangjia qu'elle n'y croyait pas et il lui a dit que cet homme était en effet très fort et qu'il avait maintenant sauvé tout le monde. Les gens ont dit au chef Gu Shangnu que Black avait reçu un seul coup et d'où venait une personne aussi forte dans la caravane. Gu Shangnu a demandé à son peuple de quoi ils avaient peur et a déclaré que Lee King-yu les avait clairement trompés et qu'ils croyaient simplement en cette tromperie. Mais à ce moment précis, Gu Ruqing a soudainement dit à Gu Shangnu d'abandonner et a dit que peut-être qu'elle l'épargnerait et les laisserait rentrer chez elle. Gu Shangnu a traité Gu Ruqing de fille ennuyeuse et a dit qu'au début, il voulait qu'elle reste en vie et soit heureuse. Gu Shangnu a dit que maintenant tout a changé et qu'ils iront tous les deux en enfer ensemble. Il a agité la main et a tiré un fil. Et puis soudain, une énorme explosion a tonné et Gu Shangnu a dit à Gu Ruqing que c'était un cadeau de sa part préparé à l'avance pour elle. Gu Ruqing a été surprise car elle ne s'attendait pas à ce que Gu Shangnu soit une personne aussi rusée et avait élaboré tant de plans astucieux à l'avance. Toutes les plaines ont commencé à s'effondrer et les gens de Gu Ruqing ont demandé à tout le monde de s'enfuir pour ne pas se retrouver sous les décombres et les débris des plaines. Un morceau de pierre a commencé à voler vers Gu Ruqing et Wushuangji a demandé à Miss Gu Ruqing de se cacher rapidement car maintenant elle était en danger. Wushuang commença à courir rapidement vers Gu Ruqing pour la sauver car elle ne réagissait pas à ses paroles car elle était maintenant sous le choc. Wushuang a rapidement couru vers Mademoiselle Gu Ruqing et a arrêté la pierre volante avec sa main et l'a sauvée du danger et elle allait bien. Wushuang a dirigé toute son énergie vers la pierre et l'a brisée en morceaux, c'était incroyable et c'était aussi un puissant guerrier. Le guerrier Wushuang s'est retourné et a demandé à son peuple de se cacher rapidement derrière la caravane afin qu'une énorme pierre ne vole pas non plus accidentellement vers eux. Gu Shangnu a regardé tous les événements qui se produisaient et a demandé à Gu Ruqing si elle pensait vraiment que tout était fini et qu'il n'y avait plus de problème. Gu Shangnu a déclaré qu'il avait également posé des explosifs au pied de la montagne et que le pauvre Gu Ruqing allait maintenant définitivement mourir et disparaître pour toujours. Mais soudain, quelqu'un a dit à Gu Shangnu qu'il ne pouvait pas tuer Gu Ruqing et qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas le faire même s'il le voulait. Gu Shangnu s'est retourné et a remarqué que Lee King-yu se tenait derrière lui et qu'il avait traité avec tout le monde et il ne savait pas comment il s'était retrouvé là. Gu Shangnu a demandé à Lee King-yu comment il était arrivé là-bas si rapidement et a dit que s'il se rapprochait de lui, il ferait tout exploser là-bas. Lee King-yu a regardé Gu Shangnu et a commencé à réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour empêcher le scélérat de déjouer ses plans. Gu Shangnu voulait dire quelque chose mais Lee King-yu a rapidement couru vers lui et l'a frappé violemment au ventre et il est resté sans voix. Gu Shangnu a dit que les gens ci-dessous mourraient avec lui, mais il ne s'attendait pas à ce que Lee King-yu le frappe et ne l'écoutera même pas jusqu'à la fin.
Lee Kangnu a dit à Gu Shangnu qu'il parlait trop et qu'il était trop lent pour lui tenir tête dans un combat. Lee Kangnu a commencé à porter des centaines de coups sur Gu Shangnu et tous ces coups étaient très puissants et ont causé beaucoup de dégâts au vieil homme. Et puis, après quelques minutes, Lee Kangnu a jeté Gu Shangnu à terre et a dit à Gu Ruking qu'il en avait fini avec le vieux voleur et qu'il ne ferait de mal à personne. Lee Kangnu a déclaré que maintenant tout redeviendrait normal et qu'ils pourraient continuer leur chemin sans avoir peur des bandits et des scélérats. Gu Ruking pensait que Lee Kangnu était trop fort et il a affronté le gang de Gu Shangnu en quelques minutes sans aucun problème. Gu Ruking se demandait qui était exactement ce Lee Kangnu et pourquoi il était si fort et d'où il venait dans ce vaste désert. Wushuangzi a dit à Lee Kangnu qu'à partir de maintenant, il leur serait plus facile de vivre sans ce vieil homme et il a été très impressionné par sa force et son énergie. Lee Kangnu a demandé à Wushuangzi de ne pas lui dire qu'il était si fort et a dit qu'en fait il était très faible et n'était pas fier de lui. Lee Kangnu a souri et a dit qu'il ne pouvait pas le vaincre et cela montre qu'ils sont plus faibles et que ce n'était pas difficile pour lui de se battre contre eux. Wushuangzi a été choqué et a dit à Lee Kangnu qu'il avait tué le guerrier noir d'un seul coup et s'était qualifié de faible et comment était-ce possible. Gu Ruking a dit à Lee Kangnu que lorsqu'ils l'ont trouvé dans le désert, il y avait une bête 7 étoiles à côté de lui et comment a-t-il survécu à côté de lui. Lee Kangnu a dit à Gu Ruking que le monstre voulait le manger et c'est pourquoi il l'a tué et ne savait même pas à quel niveau se trouvait ce monstre. Gu Ruking était surprise et elle ne pensait pas qu'il l'avait vraiment tué et il semblait qu'il ne savait pas à quel niveau se trouvait réellement Lee. Wushuangzi a dit que son frère Lee Kangnu était si fort qu'il a presque éveillé l'esprit des arts martiaux et que cela l'a embarrassé en tant que guerrier. Lee Kangnu a demandé à frère Wushuangzi s'il savait vraiment comment éveiller l'esprit des arts martiaux et il était très intéressé à le découvrir. Wushuangzi a demandé à Lee Kangnu s'il voulait vraiment devenir un guerrier et a dit que c'était facile à faire et qu'il devrait aller à l'académie de combat. Wushuangzi a dit à Lee Kangnu que de nombreux guerriers du royaume du soleil venaient de l'académie d'arts martiaux et y formaient de futurs guerriers. Wushuangzi a dit à Lee Kangnu qu'avec son talent, en y allant, il serait capable d'éveiller un fort esprit combatif et de devenir un puissant guerrier. Lee Kangnu était très heureux d'avoir entendu parler de l'académie d'arts martiaux et a demandé à Gu Ruking si les paroles de Wushuangzi étaient complètement vraies. Gu Ruking a déclaré que leur chambre de commerce avait une place garantie et qu'il rembourserait frère Lee Kangnu pour avoir sauvé l'équipe en totalité. Mais Gu Ruking a dit à Lee Kangnu que pour ce faire, elle avait besoin de son père, mais malheureusement maintenant, son père était inconscient. Wushuangzi a déclaré que si Gu Xuan n'avait pas eu d'accident, Gu Shangnu n'avait aucune mauvaise intention et que maintenant le guerrier 7 étoiles souffrait. Lee Kangnu se demandait si Gu Xuan était un guerrier 7 étoiles et il devait être très fort et il voulait vraiment le voir. Gu Ruking a dit à son frère Lee Kangnu que s'il n'avait pas d'affaires urgentes dans cette ville, il pourrait alors aller avec eux dans la ville de Qingjiang. Gu Ruking a dit que lorsqu'elle verra son père, elle lui demandera d'aider Lee Kangnu à entrer à l'académie d'arts martiaux. Wushuangzi a souri et a dit que c'était très bien et leur a demandé de regarder sur le côté et a montré cet endroit avec son doigt. Gu Ruking et Lee Kangnu ont vu un immense temple et Wushuangzi a dit que c'était la ville de Qingjiang et qu'il pouvait admirer sa beauté. Lee Kangnu a essayé un nouveau costume et a dit à Wushuangzi que cette tenue était bonne et voulait-il vraiment lui offrir cette chose magnifique. Gu Ruking a dit à Lee Kangnu qu'il n'y avait pas de vêtements pour garçon dans la maison et que c'était les vieux vêtements de son père quand il était jeune. Wushuangzi a demandé à son frère Lee Kangnu d'accepter ses vêtements et a dit qu'ils avaient l'air plus héroïques que ses vieux vêtements démodés. Lee Kangnu les a remerciés pour ce cadeau si généreux et a déclaré que c'était les meilleurs vêtements qu'il ait jamais portés et qu'il les appréciait. Gu Ruking a dit à Lee Kangnu qu'elle était heureuse qu'il apprécie tout et lui a demandé de la laisser le présenter au père Gu Xuan. Quelques minutes plus tard, ils sont tous entrés dans la pièce et Gu Ruking a dit à Lee Kangnu que c'était son père Gu Xuan, directeur de la chambre de commerce de Gu. Le médecin a dit à Gu Ruking que son père Gu Xuan était dans le coma pendant le nettoyage des os et que c'était en effet très dangereux pour lui. Lee Kangnu a demandé au médecin si c'était vraiment un os sauvage et s'il était si difficile de le nettoyer que cela a pris beaucoup de temps. Wushuangzi a dit que les os sauvages sont le noyau de certains animaux sauvages et qu'ils contiennent quelque chose de très intéressant pour les guerriers. Wushuangzi a dit que les guerriers peuvent purifier les os sauvages pour acquérir un pouvoir mystérieux et que c'était très intéressant et utile. Mais Wushuangzi a déclaré que nettoyer les os sauvages était très dangereux et que s'il était négligent, il aurait des ennuis en tant que chef de la chambre de Gu Xuan. Gu Ruking a dit qu'elle détestait être la fille de Gu Xuan et qu'elle ne pouvait pas trouver un médecin célèbre et s'améliorer grâce à son père. Mais soudain, quelqu'un a demandé à Gu Ruking ce qu'il en était de son père et s'il avait ramené Gu Ruking et il était intéressé par son opinion. Et puis un gars est apparu devant eux, a souri et leur a dit qu'il était très heureux de les voir sains et saufs et non morts. Il a demandé à Zhao Guangjia et Wushuangzi pourquoi ils étaient toujours en vie et indemnes et s'ils avaient également trahi la principale famille Gu. Gu Ruking a demandé à Gu Tianyi ce qu'il attendait d'eux et pourquoi il était venu là-bas et a commencé à communiquer ainsi avec ses proches et ses proches. Gu Tianyi a dit à Gu Ruking qu'elle deviendrait bientôt sa femme et lui a demandé comment elle pouvait lui crier dessus comme ça et devait être obéissante. Gu Tianyi a demandé à Gu Ruking où était son père parce qu'il voulait voir son père bien-aimé maintenant et avoir une conversation à cœur ouvert avec lui. Zhao a dit à Gu Tianyi qu'il ne devrait pas le chercher et Gu Shangnu a conspiré avec les bandits et voulait attaquer, mais il est mort il y a quelques jours.
Gu Tianyi a été très surpris par les paroles de Zhao Guangjia et a dit que c'était impossible et qu'il ne voulait pas y croire et que c'était un mensonge flagrant. Gu Ruqing a sorti quelque chose et a dit à Gu Tianyi que c'était la marque familiale de Gu Shangnu et que chaque personne dans la caravane pouvait le confirmer. Gu Tianyi a demandé comment cela pouvait se produire parce que son père avait invité des guerriers 5 étoiles à l'aider et comment pourrait-il perdre dans la bataille. Gu Tianyi a déclaré que la branche de la famille Gu rêvait depuis longtemps de la force de la famille principale et qu'il était sale d'utiliser des méthodes aussi cruelles. Gu Tianyi a déclaré que même si son père était mort, sa sœur était l'épouse d'un seigneur de la ville et qu'il ne pourrait pas combattre une telle femme. Zhao Guangjia a demandé à Dame Gu de ne pas se comporter de manière imprudente et la sœur de Gu Tianyi est la concubine préférée de la ville et ce sera très difficile pour eux. Gu Tianyi a dit qu'en plus, Gu Xuan était dans le coma et que Gu Ruqing voulait l'arrêter et il l'a invité à l'accompagner et à être sa femme. Wu Xuangs a traité Gu Tianyi de salaud et a dit qu'aujourd'hui il s'arracherait la langue pour ne plus pouvoir dire des choses aussi sales. Gu Ruqing a demandé à l'oncle Wu Xuangs de se calmer et a dit que ce Gu Tianyi ne valait pas la peine de se mettre en colère contre un tel idiot. Gu Ruqing a déclaré que maintenant son père était au bord de la vie ou de la mort et qu'en tant que fille, elle était obligée de s'occuper de lui et de la famille Gu. Gu Ruqing a dit à Gu Tianyi que pour le bien de son père Gu Xuan, elle prendrait soin de lui personnellement et le protégerait elle-même de tous les ennemis. Zhao Guangjia et Wu Xuangji furent très surpris et demandèrent à Dame Gu Ruqing ce qu'elle allait faire et si elle voulait vraiment le combattre. Gu Tianyi a dit qu'elle était une personne ordinaire qui n'avait pas éveillé son esprit combatif et se demandait pourquoi elle voulait le combattre. Gu Ruqing a déclaré que si elle gagne, sa branche Gu sera expulsée de la ville de Qingjian et n'interférera pas avec la chambre Gu. Gu Tianyi est devenu très intéressé et a demandé à Gu Ruqing ce qui se passerait si elle perdait et quelles conditions elle voulait présenter à l'avance. Gu Ruqing a dit à Gu Tianyi que si elle perd, il peut lui faire ce qu'il veut et elle ne le refusera pas. Gu Tianyi a dit à Gu Ruqing qu'il ne pouvait pas la tuer parce qu'elle devait l'épouser, et à ce moment précis, il a eu une autre idée. Gu Tianyi a dit à Gu Ruqing qu'il la torturerait lentement après le mariage pour se venger d'elle pour avoir blessé son père. Gu Tianyi a dit à Ruqing qu'elle peut être assurée qu'il s'occupera du développement et de la croissance de la famille Gu et qu'il la rendra formidable. Gu Ruqing était très en colère contre les paroles de Gu Tianyi et a dit qu'il était un déchet et qu'il voulait le frapper pour qu'il ferme la bouche. Mais Gu Tianyi a facilement esquivé son coup et a pensé que Gu Ruqing était très lent et qu'il n'était pas du tout difficile pour lui de la vaincre. Gu Ruqing s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas l'atteindre avec ses coups de poing et a réalisé qu'elle devrait essayer de frapper Gu Tianyi avec son pied. Et puis Gu Ruqing a donné un coup de pied à Gu Tianyi, mais il a également esquivé le coup et lui a dit que ses jambes étaient très lisses. Gu Ruqing l'a traité de salaud et lui a dit de fermer la bouche et a balancé sa main pour le frapper au visage pour le faire taire pour toujours. Mais Gu Tianyi a également esquivé le coup et a pensé que sa bien-aimée était si agressive et il aimait même vraiment ça chez elle. Mais soudain, Gu Tianyi a riposté sur Gu Ruqing et l'a frappé au visage avec son arme et elle a souffert énormément à cause de ce coup. Gu Tianyi a dit qu'il avait hâte de l'épouser pour qu'elle suive tous ses ordres et soit une bonne épouse. Gu Tianyi sourit et dit à Gu Ruqing qu'elle serait toujours sa bien-aimée et commença à s'approcher d'elle pour frapper à nouveau. Gu Tianyi a immédiatement frappé avec son arme, mais Li Qingyu a tendu la main et a dévié son coup et a sauvé Gu Ruqing d'une douleur intense. Gu Ruqing a été surpris de voir son frère Li Qingyu et il ne voulait pas partir de là et voulait rester jusqu'au bout pour protéger Miss Gu. Gu Tianyi a demandé d'où venait ce salaud de Li Qingyu et comment ose-t-il gâcher le plaisir du maître à un si bon moment. Il a dit à Gu Tian que son nom était Li Qingyu et qu'au lieu de Gu Ruqing, il le combattrait pour que les forces soient égales et qu'il y ait une bataille équitable. Gu Tinghia a dit à Li Qingyu qu'il était un déchet social et qu'il voulait se battre avec le maître parce qu'il avait même des vêtements tellement sales. Li Qingyu a dit que ce sont les nouveaux vêtements que Dame Gu Ruqing lui a donnés et que ce sont les meilleurs vêtements au monde auxquels rien ne se compare. Mais Gu Tianyi a attaqué Li Qingyu et lui a demandé de ne pas le blâmer pour sa propre mort, car il a lui-même volontairement accepté cela. Li Qingyu a écouté les paroles de Gu Tianyi et il a dit qu'il espérait sincèrement devenir plus riche et porter de meilleurs vêtements. Gu Tianyi a brandi son arme et a dit à Li Qingyu qu'il réaliserait tout cela dans sa prochaine vie lorsqu'il irait au paradis. Mais soudain, Gu Tianyi se figea de surprise et fut sous le choc et ne comprit pas ce qui s'était passé et comment cela était possible dans ce monde. Li Qingyu a fermement saisi l'arme de Gu Tianyi et lui a demandé pourquoi il était si inquiet de ce qu'il portait et pourquoi c'était si intéressant. Li Qingyu a dit à Gu Tianyi, « Est-ce vraiment si important ce qu'il portait et qu'est-ce que cela avait à voir avec la bataille parce qu'il ne l'a pas compris ?» Et puis Li Qingyu a levé la main et a dit à Gu Tianyi qu'il répondrait désormais de tous ces gros mots adressés à Gu Ruqing et à ses autres amis. Li Qingyu a frappé Gu Tianyi avec son poing et a déclaré que les vêtements à la mode ne le rendaient pas excellent et ne lui ajoutaient pas de force. Gu Tianyi a été projeté contre le mur par un coup si violent et son peuple a réalisé que Maître Gu venait d'être battu par cet étranger. Les gens de Gu Tianyi ont décidé de revenir et d'en parler à Madame Yang-Ran et de la laisser venger Maître Gu Tianyi et battre Li Qingyu. Zhao Guangjia a déclaré que Gu Tianyi avait été battu et qu'il craignait que sa sœur, la concubine du dirigeant de la ville, ne les laisse partir et ne se venge bientôt d'eux.
Li Qingyu a commencé à courir rapidement après les gens de Gu Tianyi et Zhao a demandé à frère Li de ne pas les laisser s'enfuir afin qu'il le signale à sa sœur. Mais Li Qingyu s'est figé de surprise et a pensé à ce qu'il venait de voir et il n'a pas pu trouver d'explication rationnelle à cela. Li Qingyu n'a remarqué personne et s'est demandé où tout le monde avait disparu et une énorme lueur rouge étrange est apparue devant lui et l'a aveuglé. Et puis soudain, un tigre à dents de sabre est apparu devant lui et Li Qingyu a pensé que ce devait être une bête purifiée par le père de Dame Gu. Mais Li Qingyu ne comprenait pas pourquoi il pouvait le voir et ce qui apparaissait sur son front et c'était une sorte d'étrange lueur jaune. Et puis Li Qingyu a dirigé un rayon de sa tête vers le tigre à dents de sabre et a commencé à détruire la puissante bête 5 étoiles. Li Qingyu a commencé à se souvenir des mots de son esprit lorsqu'il a été traité de stupide et lui a demandé comment il voulait voir le monde et comment s'y sortir. Le vieil homme a dit à Li Qingyu qu'il lui donnerait un œil pour l'aider à voir le monde car dans ce monde c'était très dangereux mais intéressant. Li Qingyu a demandé au grand-père aveugle où se trouvait l'œil lui-même, et à ce moment-là, dans le village de Xiaoman, le grand-père aveugle lui a en fait donné un œil. Et puis Li Qingyu a entendu ce que Gu Ruqing a dit à son père, s'était-il vraiment réveillé et s'était-il demandé de quoi parlait la famille Gu. Li Qingyu s'est retourné et a remarqué Gu Xuan derrière lui et il a dit qu'il purifiait des os sauvages et qu'il était tombé dans le coma, mais s'est-il vraiment réveillé plus tard? Gu Xuan a posé des questions sur Gu Shangmu et comment ce vieux voleur a osé faire cela et s'il n'était pas mort, il a promis de l'achever personnellement. Wu Xuangzi a dit à Gu Xuan qu'il était digne d'un guerrier 7 étoiles et qu'une énergie différente émanait de lui et qu'il voulait devenir comme lui. Gu Xuan a dit à Li qu'il était capable de vaincre un guerrier 5 étoiles d'un seul coup et que c'était une capacité incroyable et rare. Li Qingyu a dit à Gu Xuan qu'il avait tort et qu'il était toujours faible et qu'il était capable de vaincre cette personne parce qu'il était plus faible que lui. Gu Xuan a souri et a dit à Li qu'il était trop modeste et se demandait s'il était plus faible que lui parce qu'il était le meilleur de la ville de Qingjiang. Li Qingyu était désolé que Gu Tianyu ait ruiné les vêtements que Gu Ruqing lui avait donnés et c'étaient les meilleurs vêtements qu'il portait. Gu Ruqing a souri et a dit à Li Qingyu qu'il n'y avait pas de problème et qu'elle recoudrait ses vêtements plus tard et qu'ils seraient comme neufs. Gu Xuan a été surpris et a demandé si c'était ses vêtements qu'il portait quand il était jeune et ils allaient bien à Li Qingyu. Zhao Guangjia a dit à Gu Xuan que c'était la première fois que Dame Gu Ruqing offrait un cadeau à un homme et que c'était très intéressant. À cette époque, le dirigeant de la ville de Qingjiang, Yang Li, a demandé à son peuple où se trouvait cet homme impudent et a déclaré qu'il le tuerait. Gu Xuan a salué M. Yang He a dit qu'il était très heureux de le voir dans ces endroits et que toute sa famille le respectait beaucoup. Yang Li a dit à Gu Xuan que sa fille avait conspiré avec le meurtrier et avait tué le frère et le père de sa concubine et comment il l'avait salué. Li Qingyu a dit à Yang Li qu'il avait tort et que le vieil homme avait essayé de les tuer et que son fils voulait un mariage et qu'ils étaient responsables de tout. Yang Li s'est mis très en colère et a demandé à Li Qingyu ce qu'il avait dit et si c'était lui qui les avait tués et s'il avait peur de dire toute la vérité si facilement. Yang Li a demandé à Li Qingyu s'il avait peur de chercher des problèmes avec lui et s'il voulait absolument mourir en communiquant avec lui sans respect. Et puis le poing de Yang Li a commencé à brûler et il s'est précipité sur Li Qingyu et a voulu le punir pour ce qu'il avait fait au frère et au père de sa concubine. Li Qingyu pensait qu'il aurait aimé avoir cet esprit d'arts martiaux et qu'il était assez fort et très sûr de lui. Tous les amis de Li Qingyu ont regardé leur bataille avec intérêt et ont réalisé que le chef de la ville était un combattant très fort et expérimenté. Mais Li Qingyu se sentait très confiant et ne voulait pas s'enfuir de là, et au contraire, il serra son poing fort de toutes ses forces. Et puis Li Qingyu s'est précipité dans une attaque de représailles contre Yang Li et son poing a également commencé à briller et il est devenu un combattant très fort et puissant. Yan Li s'est envolé vers le mur après un tel coup et a pensé que même les guerriers 9 étoiles dotés d'une grande expérience ne pourraient pas résister à ce coup. Mais Yang Li s'est rendu compte que Li Qingyu avait non seulement arrêté son coup, mais qu'il était même capable de le riposter et il se demandait qui était ce type. Gu Ruqing n'en croyait pas ses yeux et a dit que Li Qingyu avait vraiment contre-attaqué Yang Li et comment était-ce possible maintenant? Yang Li était très en colère contre Li Qingyu et pensait que personne ne pouvait le combattre sur un pied d'égalité. Comment ce jeune homme impudent a-t-il fait? Yang Li s'est levé et s'est presque approché de Li Qingyu et il a pensé qu'il devait se préparer au fait que la tête pourrait le frapper. Yang Li regarda silencieusement Li Qingyu et réfléchit à la façon dont il pourrait vaincre cette personne impudente et tous les gens les regardèrent silencieusement de côté. Mais soudain, Yang Li a dit à Li Qingyu que sa force était extraordinaire et il a été impressionné et lui a demandé s'il pouvait maintenant découvrir son nom. Il a dit qu'il s'appelait Li Qingyu et qu'il avait un bon coup de poing, mais qu'il était beaucoup plus faible que le coup de poing d'un grand-père ordinaire de son village. Yang Li se demandait si Li Qingyu était un étudiant d'élite d'une famille nombreuse, et de toute façon, il devait vérifier quelque chose maintenant. Yang Li a souri et a dit à Li Qingyu que ce qui s'était passé aujourd'hui était un malentendu et qu'il devait partir de là maintenant pour affaire. La concubine a demandé à Yang Li comment il pouvait les laisser partir parce qu'il était le dirigeant de la ville de Qingjiang et de quoi pouvait-il avoir peur dans ce monde? Mais Yang Li a frappé la concubine au visage de toutes ses forces et lui a dit de se taire et a dit qu'elle était une idiote et qu'il devrait partir rapidement de là. Gu Xuan a été très surpris et a demandé à son frère Li Qingyu de quelle famille il venait car il n'avait jamais entendu parler de lui dans cette ville auparavant. Li Qingyu a dit qu'il n'avait pas de famille et qu'il venait de quitter le village, mais c'était une réponse très étrange à la question de Gu Xuan.
Gu Xuan a dit que comme frère Li Qingyu se sentait mal à l'aise, il ne lui poserait pas beaucoup de questions, mais il ne le croyait pas du tout. Gu Xuan a dit à Li Qingyu que maintenant il ne ressentait aucune trace d'esprit d'arts martiaux en lui et n'avait-il vraiment aucun esprit. Li Qingyu a dit qu'il n'avait pas encore d'esprit et a demandé comment il pourrait éveiller l'esprit parce qu'il voulait devenir encore plus fort que jamais. Gu Ruqing a approché son père et lui a demandé au nom de la chambre de commerce si frère Li Qingyu pouvait être accepté à l'académie d'arts martiaux. Gu Xuan a écouté sa chère fille et a dit que son frère Li Qingyu les avait beaucoup aidés et bien sûr, il pouvait y être accepté sans aucun problème. Gu Xuan a dit que demain est le jour de réception des étudiants et qu'il l'Y emmènera personnellement et que si lui et Ruqing réussissent bien, ce sera formidable. Li Qingyu n'en croyait pas ses oreilles et se demanda si cela était vrai et dit un grand merci à Gu Xuan et pensa à son esprit combatif. Li Qingyu se demandait pourquoi le grand-père aveugle ne lui avait jamais rien dit sur l'esprit des arts martiaux lorsqu'il était très jeune. Après cela, ils sont partis et Gu Xuan a montré ces endroits à Li Qingyu et après quelques heures, il a dit qu'ils étaient au bon endroit. Li Qingyu a vu ce bâtiment et s'est figé de surprise et a été choqué parce qu'il n'avait jamais vu de bâtiments aussi énormes et aussi beaux auparavant. Gu Xuan a dit qu'il s'agissait de leur académie d'arts martiaux dans la ville de Qingjian et Li Qingyu a dit qu'il était très impressionné et que c'était énorme. Gu Xuan a amené Li Qingyu chez un homme nommé Yusheng et a dit à frère Li que c'était le doyen de l'académie Qingjian et qu'il pouvait lui poser des questions. Li Qingyu et Gu Ruqing ont dit bonjour à Yusheng et il a dit son nom et a dit qu'il était honoré d'étudier à l'académie. Yusheng a demandé à frère Gu Xuan si c'était le même enfant qu'il avait envoyé cette année parce que son visage lui semblait très familier. Gu Xuan était d'accord avec Yusheng et a déclaré que leur famille ne pouvait pas élever de bons étudiants comme frère Li et avait besoin d'aide. Yusheng leur a dit que plus tard, il passerait le test avec d'autres étudiants et s'est demandé pourquoi Gu Xuan louait autant Li Qingyu parce qu'il est ordinaire. Gu Xuan a dit à Li Qingyu que les tests sont divisés en deux catégories et que le premier test pour les étudiants est l'affinité avec les étoiles. Gu Xuan a dit à Li Qingyu que ce premier test testerait le pouvoir de star de chaque élève. Yusheng a demandé au premier candidat de poser sa main sur la pierre et le niveau serait déterminé par la couleur de la pierre et il avait le niveau le plus bas Mowix. Shui YU avait un niveau d'étoile de l'esprit d'autodéfense de la classe moyenne appelée épée de glace et c'est un très bon niveau. Et quand Gu Ruqing a posé sa main sur la pierre d'induction, elle avait le plus haut niveau et l'esprit d'autodéfense de Ganoderma en tant que groupe de champignons. Yusheng a dit à Gu Ruqing de la chambre de commerce de Gu qu'elle avait le niveau de classe le plus élevé et que c'était le niveau d'étoile le plus élevé. Gu Xuan s'est levé et était fier de sa fille Gu Ruqing et a dit que c'était digne de sa belle et talentueuse fille. Gu Ruqing s'est approché de Li Qingyu et lui a dit avec joie qu'elle aussi pouvait être une guerrière vedette et que c'était très cool et intéressant. Gu Ruqing a dit à Li Qingyu si elle pouvait découvrir quel genre d'esprit combatif frère Li avait parce qu'elle était très intéressée d'en savoir plus. Et à ce moment-là, le présentateur a dit que Li Qingyu était le prochain sur la liste et il l'a invité à la pierre pour vérifier le niveau de force. Li Qingyu a immédiatement sauté sur la pierre et a pensé que maintenant il surprendrait tous les gens qui s'y étaient rassemblés et qu'il serait ravi. Li Qingyu a immédiatement posé sa main sur la pierre et des vagues rouges vifs ont immédiatement commencé à couler de là, ce qui signifiait qu'il était très fort. Yusheng et Gu Xuan ont regardé de près Li Qingyu et étaient très intéressés de connaître enfin le niveau réel du guerrier. Toutes les personnes rassemblées ont demandé qui était ce candidat, dont la pierre émettait des rayons lumineux et éblouissants. Tout le monde a fermé les yeux parce que le faisceau qui provenait de l'énergie de Li Qingyu était tout simplement éblouissant et intéressant. Gu Xuan se figea de surprise et fut choqué et réalisa que Li Qingyu était très fort et qu'au début, il ne pouvait même pas penser à une telle force. Mais Gu Xuan s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-bas, car un villageois ordinaire ne pouvait pas être aussi fort et c'était étrange. Tout le monde regardait Li Qingyu et attendait le résultat de son esprit d'autodéfense car il était très grand comme un guerrier. Zhao n'en croyait pas non plus ses yeux et réalisa que Li Qingyu avait un nombre d'étoiles très élevé et qu'à l'avenir, il pourrait devenir un grand guerrier. Mais Zhao a regardé la pierre et a pensé que cela ne pouvait pas être parce qu'il n'avait pas vu l'esprit d'autodéfense de Li Qingyu et pourquoi était-ce comme ça? Tous les gens regardaient la pierre et pensaient que Li Qingyu était très fort et en même temps il lui manquait l'esprit d'autodéfense d'un combattant. Gu Xuan s'est également rendu compte qu'il n'avait pas d'esprit et qu'il ne s'attendait pas à un tel résultat et que c'était très mauvais et qu'il devait trouver quelque chose. Les gens ont dit à Li Qingyu qu'il n'avait pas l'esprit des arts martiaux et alors à quoi servait une célébrité aussi élevée comme lui. Yusheng a demandé pourquoi Li Qingyu n'avait pas l'esprit d'autodéfense pour une telle classe de star parce que c'était très étrange. Yusheng a approché Li Qingyu et lui a dit qu'il avait obtenu des résultats fantastiques mais que pour une raison quelconque, il n'avait pas l'esprit d'autodéfense. À ce moment-là, un mystérieux étranger regardait Li Qingyu depuis le toit du bâtiment et il a vu le résultat que Li Qingyu montrait sur la pierre. L'homme sourit et avait clairement ses propres projets, qu'il réfléchit lentement et soigneusement sur le toit d'un grand immeuble. Après cela, Li Qingyu s'est assis près du lac et a demandé pardon à sa grand-mère et à son grand-père aveugle parce qu'il n'avait pas l'esprit. Li Qingyu pleurait près du lac et quelqu'un lui a demandé qui lui avait dit qu'il ne pouvait pas être plus fort sans l'esprit d'autodéfense et que c'était absurde. L'étranger a demandé à Li Qingyu de ne pas s'attacher au concept de l'esprit d'autodéfense car il pourrait accomplir beaucoup de choses sans cela.
L'étranger a demandé à Li Qingyu s'il savait pourquoi il y avait tant de disciples et de guerriers forts sur le continent du ciel étoilé. Li Qingyu a regardé l'étranger et n'a pas compris ses paroles, mais il était très intéressé à apprendre quelque chose de nouveau sur ses étudiants et guerriers. L'étranger a dit que le continent du ciel étoilé est divisé en terre sauvage où vivent des animaux et en terre de combat où vivent des gens et des guerriers. L'étranger a dit qu'il ne savait pas pourquoi, mais les animaux sauvages se regroupent pour attaquer les terres humaines et leur causer des dégâts. L'étranger a déclaré que pour repousser les attaques d'animaux sauvages, un grand nombre d'étudiants et de guerriers cools sont apparus. Mais l'étranger a dit que la célébrité n'est pas le centre du vrai pouvoir et ne peut pas montrer la vraie force d'un grand guerrier et combattant. Il a dit que les vrais guerriers peuvent percer les étoiles et atteindre le niveau du ciel étoilé et que c'est le niveau le plus fort d'un combattant. Li Qingyu pensait qu'elles devaient être les créatures les plus puissantes sur Terre et c'est dommage qu'il n'ait pas l'esprit et qu'il ne puisse pas devenir comme ça. Le gars a demandé à Li Qingyu s'il pensait vraiment qu'il ne pourrait pas devenir très fort sans une sorte d'esprit de combattant d'autodéfense. L'étranger a dit que Li Qingyu avait une aura si forte et qu'elle était encore plus forte que celle de Maître Guchuan et du chef de la ville Yangli. L'étranger a dit que lui, comme Li Qingyu, était une personne sans esprit d'autodéfense, mais qu'il pouvait toujours monter au niveau du ciel. Li Qingyu a demandé à l'étranger s'il pouvait devenir plus fort sans esprit d'autodéfense et également atteindre le niveau du ciel étoilé. Li Qingyu a demandé à l'aîné qui il était et comment il connaissait autant d'informations sur le niveau des étoiles et les grands guerriers. L'étranger a dit à Li Qingyu qu'il était le premier empereur du ciel étoilé et qu'il s'appelait Nesuang et qu'il était très heureux de le rencontrer. Li Qingyu se souvient que sa grand-mère n'a jamais utilisé l'esprit d'autodéfense mais qu'elle était plus forte que de nombreux guerriers expérimentés. Li Qingyu a regardé Nesuang et s'est rendu compte que l'aura et la force de la personne en face de lui n'étaient clairement pas comparables à la force de grand-mère, et qu'il était puissant. Et puis Li Qingyu est tombé à genoux devant Nesuang et a dit que l'élève saluait le puissant et fort professeur Nesuang. Li Qingyu a demandé au professeur Nesuang de l'aider à devenir plus fort, car lui-même ne pouvait pas y parvenir, même s'il en rêvait depuis son enfance. Nesuang a souri et a demandé à Li Qingyu s'il voulait vraiment devenir plus fort et c'était très intéressant pour lui et il voulait l'aider. Nesuang a attendu quelques secondes et a dit à Li Qingyu qu'il l'acceptait comme son élève et qu'il l'aiderait à devenir plus fort et à surpasser son professeur. Nesuang a dit à Li qu'il avait vu ce qui s'était passé à l'académie et que même s'il n'avait pas d'esprit combatif, il pouvait toujours créer une énergie stellaire. Li Qingyu a demandé comment il pouvait faire cela et les personnes fortes qu'il a rencontrées étaient des esprits martiaux avec des attributs différents. Nesuang a dit à Li Qingyu que si son corps est suffisamment fort et que les méridiens sont larges, alors le corps fonctionne comme un conteneur. Nesuang a dit à Li Qingyu qu'il devrait utiliser son corps comme outil et les méridiens comme canaux fluviaux et alors tout ira bien. Nesuang a demandé à Li Qingyu d'absorber l'esprit du ciel et de la terre et il s'est rendu compte que l'énorme puissance des étoiles avait fusionné avec le flux des étoiles. Nesuang se figea de surprise et pensa que la région étoilée de Li Qingyu était magnifique et il ne s'attendait pas à une puissance aussi puissante. Li Qingyu s'est assis et, fermant les yeux, a commencé à faire ce que le professeur lui avait dit et il a accumulé autour de lui beaucoup d'énergie dont il avait rêvé. Et puis soudain, Li Qingyu a répandu toute son énergie dans toute cette zone et tout autour de lui était couvert d'une lueur bleue brillante. Nesuang ne pouvait pas comprendre ce que Li Qingyu venait de faire et a dit qu'il avait facilement atteint le premier stade d'un guerrier étoile. Nesuang a regardé Li Qingyu et a pensé que cet enfant était un démon et qu'il avait une grande vitesse qu'il n'avait jamais vue auparavant. Nesuang a dit à Li Qingyu qu'il était capable d'atteindre le niveau d'un guerrier étoile si rapidement alors que d'autres ne pouvaient pas le faire même toute leur vie. Li Qingyu a été surpris et a demandé au professeur si ce qu'il faisait maintenant faisait de lui un guerrier vedette et c'était génial. À ce moment précis, la tête de Li Qingyu s'est rallumée à nouveau et il a dit au professeur qu'il ressentait tout et que son corps était plein d'énergie. Nesuang s'est approché de Li Qingyu et lui a demandé si c'était l'œil du vide et il a demandé au professeur s'il avait vu quelque chose sur son visage. Le professeur Nesuang a demandé à Li Qingyu de lui dire où il avait trouvé le troisième œil sur son front parce que c'était très intéressant pour lui. Li Qingyu a dit au professeur qu'il avait reçu le troisième œil sur son front de son grand-père aveugle et qu'il n'avait lui-même aucune idée de son objectif. Nesuang a été choqué et a demandé à l'étudiant s'il parlait du grand-père aveugle et voulait des détails sans omettre un seul détail. Li Qingyu a accepté de tout dire à maître Nesuang et a dit qu'un jour il était né dans un petit village dans une forêt sauvage. Li Qingyu a dit que sa famille était composée d'une grand-mère sourde, d'un grand-père aveugle et d'une grosse vache noire du village et que c'était bien. Li Qingyu a déclaré qu'un jour, un homme mystérieux est apparu dans le ciel, puis il a dit au revoir à ses grands-parents. Nesuang a demandé à Li Qingyu où se trouvait son village et lui a demandé de répondre à sa question le plus rapidement possible sans perdre de temps. Li Qingyu a dit qu'il savait seulement que dans le nord de la ville de Qingjiang, il y avait beaucoup de pierres étranges à proximité et il s'en souvenait. Le professeur a écouté attentivement les paroles de Li Qingyu et a pensé aux pierres étranges et cela lui a semblé un endroit très familier. Nesuang a demandé à Li Qingyu s'il disait la vérité et si ces étranges pierres étaient dans cette direction et volaient quelque part. Nesuang a dit à Li Qingyu qu'il reviendrait bientôt, mais pour l'instant, il pouvait aller l'attendre chez Gu car c'était très en sécurité là-bas.
Nusuang a laissé un livre à Li Qingyu et a dit que c'était l'expérience de nombreuses années de sa cultivation et qu'il aurait dû le lire en premier. Li Qingyu a pris le livre dans ses mains et s'est demandé pourquoi le professeur était si inquiet. Il agissait très étrangement et quelque chose avait changé en lui. Et puis Gu Xuan et Gu Ruqing sont venus en courant vers Li Qingyu et il a demandé à frère Li s'il était vraiment là et a dit qu'il le cherchait depuis longtemps. Gu Xuan a dit que cela n'avait pas d'importance pour eux et que même s'il ne pouvait pas devenir un guerrier vedette, il pouvait rester dans sa maison et s'améliorer. Li Qingyu a remercié le président Gu Xuan mais a déclaré qu'il avait des projets aujourd'hui et qu'il reviendrait dès qu'il aurait tout terminé. Li Qingyu pensait qu'il ne savait pas quand le professeur reviendrait, alors il irait dans la forêt sauvage pour s'entraîner et tester sa nouvelle force. Gu Ruqing a regardé Li Qingyu et a pensé qu'il s'était réconforté si rapidement après son échec et que c'était très bien pour tout le monde. Li Qingyu pensait qu'il y avait tellement de techniques secrètes dans ce livre laissé par le professeur et il semble qu'il n'aura pas le temps de finir de le lire aujourd'hui. Et à ce moment précis, Li Qingyu a entendu les voix des gens dans la forêt sauvage et a pensé que quelqu'un était en danger et qu'il avait besoin d'aide. Li Qingyu s'est levé et a rapidement couru vers les sons et a pensé qu'il voulait essayer quelque chose qu'il avait appris dans le livre du professeur. Li Qingyu a immédiatement utilisé la technique du livre et a disparu de là, pensant que la technique de sortie du sol était très inhabituelle. Li Qingyu pensait qu'il pourrait utiliser cette technique non seulement pour se téléporter, mais aussi pour voir les événements se dérouler sur Terre. Certaines personnes se battaient avec différents monstres et Li Qingyu a vu quelque chose d'intéressant et a dit que c'était vraiment la même chose. Li Qingyu n'en croyait pas ses yeux parce qu'il a vu l'herbe spirituelle sanglante de la fille et a pensé que cette herbe était très précieuse. Li Qingyu s'est souvenu que l'herbe spirituelle du sang est l'un des principaux ingrédients des pilules et qu'elle peut aider les gens à évoluer. Mais la présence d'herbes spirituelles de sang pouvait attirer les animaux sauvages et les rendre plus cruels et les gens devaient faire attention. Li Qingyu pensait qu'il n'était pas surprenant qu'il y ait autant de bêtes sauvages là-bas, et il avait peur que ces gens ne soient pas capables de faire face aux monstres. À ce moment-là, l'homme se battait avec des animaux sauvages et s'est retourné et a demandé à la jeune demoiselle de faire attention et de se protéger des monstres. Et à ce moment précis, une bête sauvage courut vers la jeune demoiselle et l'homme la regarda mais ne put rien faire car il était occupé. La bête sauvage a commencé à courir rapidement vers la jeune fille et elle ne pouvait pas s'enfuir et l'a simplement regardée en silence. La bête sauvage s'est presque approchée d'elle et la jeune demoiselle a fermé les yeux et a pensé que ses jours étaient comptés et qu'elle allait bientôt mourir. Mais alors que la jeune demoiselle ne s'y attendait pas, Li Qingyu est apparu devant elle et a frappé la bête sauvage de toutes ses forces et l'a assommée pour toujours. La jeune demoiselle s'est cachée derrière Li Qingyu et a demandé à son frère de les aider et lui a dit qu'elle le récompenserait plus tard et qu'il serait très heureux. Li Qingyu était d'accord avec la jeune demoiselle et a déclaré que ce n'était pas difficile pour lui et que maintenant il les aiderait rapidement à vaincre ces monstres prédateurs. Li Qingyu a rapidement couru vers les monstres et a pensé que maintenant ils auraient définitivement des ennuis et regretteraient d'avoir attaqué les gens. Li Qingyu s'est approché de la bête sauvage et l'a rapidement frappé d'un coup puissant et a déclaré qu'il avait maintenant goûté à sa fameuse jambe. Li Qingyu s'est approché du deuxième monstre et l'a frappé de toutes ses forces avec son poing et l'a assommé d'un seul coup car il était puissant. Li Qingyu a commencé à s'occuper de tous les monstres et ce n'était pas du tout difficile pour lui de les battre un par un et de détruire ces monstres. L'homme a finalement soupiré et a dit qu'il avait à peine réussi à s'échapper et qu'il avait miraculeusement échappé à ces monstres et qu'il avait déjà perdu espoir. L'homme s'est demandé d'où venait ce mystérieux guerrier car il n'avait même pas remarqué sa présence jusqu'à présent et ne savait pas quand il était venu. L'homme a regardé Li Qingyu et a réfléchi à la manière dont une seule personne pourrait vaincre toutes ces bêtes sauvages et quel genre de force il devait avoir. L'homme a pensé qui était ce guerrier et Li Qingyu lui a demandé s'il allait bien et comment il se sentait après l'attaque de ces bêtes. La jeune demoiselle s'est approchée de Li Qingyu et l'a remercié de leur avoir sauvé la vie et lui a demandé son nom et il lui a dit son nom. La fille a dit à Li Qingyu qu'elle était une jeune fille de la famille Tang et qu'elle s'appelait Tang Yue et qu'elle lui était très reconnaissante pour une telle aide. Tang Yue a présenté tout le monde et a dit que ces quatre étaient les guerriers les plus forts de la famille Tang et qu'ils étaient très expérimentés. Tang Yue a dit à Li Qingyu qu'ils avaient découvert l'herbe spirituelle sanglante mais qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle attire un troupeau et grâce à lui, ils ont été sauvés. Li Qingyu a pris l'herbe spirituelle du sang et a dit à Tang Yue qu'il était heureux de les aider et pensait que cette herbe était rare et qu'il s'en occuperait plus tard. Tang Yue a regardé Li Qingyu et a pensé qu'elle ne savait pas pourquoi frère Li était allé seul dans la forêt sauvage où se trouvaient de nombreux monstres. Mais Tang Yue voulait que frère Li les aide à trouver quelque chose et a dit qu'après leur retour, il recevrait immédiatement sa récompense. Li Qingyu s'est retourné et a demandé à Tang Yue ce qu'il cherchait là-bas et voulait d'abord écouter des informations détaillées sur cette chose. Tang Li a demandé à son frère Li Qingyu s'il avait déjà entendu parler des pierres spirituelles dorées, car il y avait tellement de légendes à ce sujet. Li Qingyu a été surpris et a demandé à Tang Li de quel genre de pierres spirituelles dorées il parlait et a demandé ce que c'était parce qu'il ne savait rien d'elle. Tang Li a déclaré que c'était un type de minerai que l'on ne pouvait trouver que dans les montagnes dorées et qu'il était très riche en énergie. Tang Li a dit que la pierre spirituelle dorée était parfaite pour les personnes ayant une âme martiale en métal et les aidait beaucoup. Tang Yue a dit à Li Qingyu que son père avait été grièvement blessé au combat et avait besoin d'une pierre spirituelle dorée pour se soigner et que rien n'y faisait. Mais ensuite,
Lee Kang-yu a interrompu Tang Yu et lui a dit qu'il comprenait tout et qu'il n'y avait aucun problème et qu'il ferait tout et les aiderait dans leurs recherches. Lee Kang-yu a dit qu'il était important de sauver des vies humaines et qu'il les accompagnerait donc parce qu'il voulait aider les gens. Tang Yu a écouté Lee Kang-yu et lui a demandé s'il n'avait vraiment aucun esprit combatif, mais alors pourquoi était-il si fort et courageux? Lee Kang-yu a dit que même s'il n'avait aucun esprit combatif, il voulait devenir plus fort et c'est pourquoi il est venu dans cette forêt sauvage. Tang Yu a suggéré que Lee Kang-yu, après avoir trouvé ses pierres, aille ensemble dans sa famille Tang et son père l'aimerait vraiment. Moji a dit à Mofeng que la dame semblait aimer ce salaud du village et c'est pourquoi elle l'ignorait autant pour le bien de Lee. Mofeng a dit à Moji que Lee Kang-yu était une perte de temps sans esprit combatif et qu'il s'en fichait parce qu'il n'était rien. Quelques minutes plus tard, Tang Li a dit à la jeune Miss Tang Yu qu'ils étaient là et que c'était les montagnes dorées qui entouraient si joliment l'endroit. L'équipe Tang dirigée par Miss Tang Yu a commencé à chercher les pierres spirituelles dorées et Lee Kang-yu a également fait de son mieux et a cherché avec tout le monde. Et puis soudain, Tang Yu a pointé son doigt vers un endroit dans la montagne et a dit à tout le monde qu'elle avait trouvé ce qu'il cherchait et que c'était une pierre spirituelle dorée. Tang Yu s'est approché de la pierre spirituelle dorée et a voulu l'obtenir avec un couteau, et elle ne pensait pas qu'elle serait trouvée si rapidement car elle était très rare. Mais Tang Yu n'a pas pu récupérer la pierre car il y avait un énorme rugissement, tout autour d'elle était couvert de poussière et de petites pierres. Tinley a dit à tout le monde que quelque chose n'allait pas là-bas et a demandé à la jeune mademoiselle d'être prudente et de revenir en arrière et de se préparer au danger. Mais soudain, une énorme silhouette de pierre commença à apparaître devant Tang Yu et c'était une bête magique géante avec une corne dorée. Tang Yu s'est rendu compte que c'était un géant avec une corne dorée et il a utilisé des pierres spirituelles dorées comme appât pour achever tout le monde. Le monstre géant à la corne dorée était très en colère contre Tang Yu et voulait frapper pour libérer le monde d'elle une fois pour toutes. Mais à ce moment précis, Lee Kang-yu est apparu devant Tang Yu et il a frappé le poing du monstre géant et a sauvé la jeune mademoiselle d'un tel danger. Lee Kang-yu a serré la jeune Miss Tang Yu dans ses bras et a pensé que c'était bien qu'il ait réussi à la sauver du monstre à temps car elle aurait pu être blessée. Tinley a dit que le géant à la corne d'or n'était pas une bête ordinaire et qu'il était sage et très rusé et qu'il devrait être très prudent. Ensuite, Tinley a rapidement sauté vers le monstre et l'a frappé avec son arme, mais rien n'a eu d'effet sur ce monstre puissant. Qin Jiao a couru sous le monstre et a voulu lui attacher les jambes pour le priver de mouvement et aider ses coéquipiers. Mais le monstre est devenu très en colère contre de telles actions de l'équipe Tang, et immédiatement une lueur brillante est apparue du monstre et tous les guerriers se sont envolés. Lee Kang-yu a réfléchi à ce que faisaient ces guerriers et s'est rendu compte qu'il était impossible de vaincre le monstre de cette façon et qu'il ne pouvait que l'essayer. Lee Kang-yu pensait que la défense physique des géants de la corne d'or était très forte, mais pour une raison quelconque, son esprit combatif était très faible. Lee a dirigé un rayon vers la tête du monstre et a pensé que dans les notes du professeur, ils avaient écrit que l'œil du vide est un œil qui peut attaquer l'âme. Et puis soudain, le monstre géant a explosé en petits morceaux et Lee Kang-yu était heureux d'avoir réussi à le vaincre. Mais Lee Kang-yu s'est rendu compte qu'il était encore faible et que l'œil du vide avait absorbé tout son pouvoir d'étoile et qu'il devait se reposer et reprendre des forces. Un membre de l'équipe Tang a été touché par une pierre et a demandé à son frère Lee Kang-yu de le sauver et de l'aider car il ne pouvait plus se tenir debout. Lee Kang-yu a rapidement couru vers Mofeng et l'a attrapé et a dit qu'il le tenait et lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il ne le lâcherait pas. Mais Mofeng a souri sournoisement à Lee Kang-yu et l'a attrapé fermement par l'épaule, et il s'est rendu compte qu'il pensait à quelque chose de très mauvais et vil. Et à ce moment-là, Mofeng a donné un coup de pied à Lee Kang-yu de toutes ses forces et a dit qu'il pouvait aller en enfer et Lee Kang-yu s'est précipité en bas de la haute falaise. Lee Kang-yu s'est envolé et a pensé qu'il y avait une personne civile dans l'équipe et Miss Tang Yu, mais en vain il ne connaissait pas ce scélérat avant. Mofeng a crié à Lee Kang-yu et a dit que Tang Yu était sa petite amie et qu'il ne pouvait même pas penser à prendre sa chérie sous son nez. Lee Kang-yu pensait que Mofeng pouvait simplement attendre et que s'il ne mourait pas lui-même, il reviendrait certainement et l'achèverait de ses propres mains. Lee Kang-yu pensait qu'il s'était sacrifié pour sauver d'autres personnes et en retour, il n'avait reçu qu'une vile trahison de la part de Mofeng. Quelques minutes plus tard, Lee Kang-yu est tombé dans un étang et a remercié Mofeng de lui avoir donné cette leçon et il ne l'oubliera pas. Lee Kang-yu est immédiatement sorti de l'eau et a remercié Dieu d'être tombé dans l'étang et a eu beaucoup de chance qu'il n'y ait pas de terre sous lui. Mais quelqu'un a demandé à Lee Kang-yu pourquoi il avait sauté d'une falaise à un si jeune âge et son frère avait dû avoir une vie très dure. Lee Kang-yu s'est retourné et a demandé pourquoi il lui avait dit qu'il avait sauté d'une falaise et qu'il avait en fait été poussé vers le bas et trahi. Et puis quelqu'un a demandé à Lee Kang-yu ce qu'il regardait et il lui parlait et Lee a vu qu'il y avait une épée rougeoyante debout devant lui. Et à ce moment précis, la créature à côté de l'épée a dit à Lee Kang-yu qu'elle faisait partie d'une ancienne épée spirituelle appelée Even Cutter. Et puis Lee Kang-yu a été entouré de ces créatures et a dit qu'ils étaient heureux de voir un guerrier à une étoile et, en plus, sans esprit combatif. La créature a dit à Lee Kang-yu qu'il était enfin là et qu'il n'aurait plus à traîner là-bas et il s'est intéressé à en savoir plus sur cette épée. La créature a dit à Lee Kang-yu qu'il était une épée tranchante née du ciel et de la terre et aussi le meilleur esprit combatif du métal et du fer.
Li Qingyu a demandé si l'esprit combatif n'est pas né chez les êtres vivants et peut-il simplement naître naturellement? La créature a demandé à Li Qingyu s'il savait à quel point le ciel et la terre étaient immenses et s'il ne voyait pas quelque chose, cela ne voulait pas dire que cela n'existait pas. La créature a dit à Li Qingyu que son dernier propriétaire l'avait laissé là avant sa mort et qu'il attendait depuis longtemps qu'un nouveau propriétaire apparaisse. La créature a dit à Li Qingyu que sa lignée était trop forte et qu'il n'avait donc aucun esprit combatif et avait besoin d'un esprit fort. La créature a demandé à Li Qingyu s'il était prêt à devenir son nouveau maître et s'il acceptait, il aurait l'esprit combatif le plus fort. Li Qingyu a demandé à la créature s'il pouvait vraiment être son esprit combatif et a dit que c'était génial, mais il avait une condition. La créature voulait que Li Qingyu se venge de son ancien maître et l'ennemi était très fort et il pouvait l'achever à tout moment. Li Qingyu a dit à la créature qu'il n'y avait pas de problème et que s'il était avec lui, alors ensemble, ils pourraient vaincre cet homme fort. La créature a demandé à Li Qingyu de tenir la poignée de l'épée à deux mains et en même temps d'ouvrir son esprit et son âme pour que ce soit facile pour lui. La créature a dit à Li Qingyu que maintenant il pouvait retirer cette épée et qu'elle entrerait ensuite dans son corps et qu'il deviendrait un des frères. Li Qingyu était heureux et a dit que maintenant ils pouvaient commencer à fusionner leurs âmes et qu'ils pouvaient maintenant devenir des guerriers forts et invincibles. Li Qingyu a commencé à sortir l'épée et la créature a dit au propriétaire qu'il avait hérité avec succès de l'épée spirituelle et qu'il en était très heureux. La créature a dit à Li Qingyu que l'espace doré qu'il a vu pouvait stocker son épée et d'autres choses qu'il voulait. Li Qingyu a appris qu'il s'agissait de certaines des techniques d'épée créées par son ancien maître et qu'il s'agissait de la technique d'épée Xiong Miaodan. La créature a dit à Li Qingyu que s'il la pratiquait à la perfection, il pourrait tout couper avec cette épée. Li Qingyu a dit que c'était excellent et qu'avec de telles techniques d'épée, maintenant il deviendra certainement plus fort et pourra devenir le plus fort. Li Qingyu a dit à Mo Feng qu'il avait survécu, ce qui signifiait que maintenant il mourrait de ses mains et qu'il ne se sentirait pas du tout désolé pour ce scélérat. Après cela, Li Qingyu est retourné dans la ville de Qingjian et a réalisé qu'il avait maintenant un fort esprit combatif et qu'il avait le plus haut niveau d'étoile. Li Qingyu était très heureux et maintenant il pouvait facilement entrer dans n'importe quelle école et étudier les arts martiaux afin de ne plus être faible. Li Qingyu se promenait dans la ville et a soudainement entendu une voix familière demandant à Mo Gongzi de ne plus la harceler et de la laisser tranquille. Mo Gongzi a dit à Guru King que lui et elle étaient la fierté de leur académie et qu'ils étaient tous deux des hommes d'affaires et qu'ils avaient créé le monde l'un pour l'autre. Guru King a dit à Mo Gongzi qu'elle était vraiment désolée, mais qu'elle ne s'intéressait pas du tout à lui et qu'elle ne voulait pas lui parler de ce sujet. Guru King à ce moment-là pensait à Li Qingyu et se demandait où il était maintenant parce qu'il lui manquait vraiment et voulait le voir. Et à ce moment précis, Li Qingyu est apparu devant eux et a dit bonjour à Miss Guru King et il était également heureux de la revoir. Guru King a dit à Li Qingyu qu'il était finalement revenu parce qu'elle pensait que quelque chose de terrible lui était arrivé et qu'il n'était plus là. Li Qingyu a remercié Mademoiselle Guru King pour son inquiétude et il a dit qu'il courait simplement à travers la forêt sauvage et que cela avait pris beaucoup de temps. Mongzi a demandé à Ruking, n'est-ce pas cette poubelle Li Qingyu qui n'a aucun esprit combatif, et Miss aimait-elle vraiment ce faible? Li Qingyu lui a demandé de ne pas dire de bêtises et a dit qu'il ne méritait pas quelqu'un comme Guru King et qu'il pouvait s'en sortir. Mongzi était un guerrier 9 étoiles et il avait une épée de volonté combative et il a demandé à Li Qingyu s'il voulait vraiment mourir comme ça. Li Qingyu se tenait juste devant Mo Gongzi et il a également sorti sa nouvelle épée qu'il avait récemment acquise et s'est préparé pour une bataille difficile. Mais Li Qingyu a coupé l'épée de Mo Gongzi en deux sans aucun problème, et il n'a pas compris où ce faible avait une force si puissante. Li Qingyu a rapidement mis fin à cette bataille et a dit à Mo Gongzi qu'il ne la répéterait plus et lui a dit de sortir rapidement de là maintenant. Mo Gongzi a rapidement commencé à s'enfuir et a dit à Li Qingyu que cette fois il avait gagné et pensait qu'il aurait dû partir rapidement. Guru King a demandé à son frère Li Qingyu si c'était son esprit combatif et a dit qu'il était tout simplement magnifique et incomparable, contrairement à tout le monde. Li Qingyu a dit à Mademoiselle Guru King qu'il avait reçu son esprit combatif tant attendu par accident et qu'il ne l'avait pas cherché lui-même et l'avait découvert par hasard. Li Qingyu pensait combien de secrets il cachait dans son corps et c'était bien que personne ne connaisse son petit secret et son nouveau frère. Mais ensuite, quelqu'un derrière lui a dit à Li Qingyu que son esprit combatif était en effet très bon et qu'il semblait qu'il avait récemment eu une réunion fatidique. Li Qingyu s'est retourné et a remarqué que c'était Ne Xuang qui parlait et a dit au professeur qu'il était heureux de le revoir et qu'il lui manquait beaucoup. Quelques heures plus tard, Li Qingyu a demandé au professeur où il était ces derniers jours et s'il avait réussi à trouver quelque chose. Le professeur Ne Xuang a dit à son élève qu'il n'avait rien trouvé et qu'il voulait juste y trouver quelque chose et s'assurer de répondre à l'une de ses questions. Le professeur a dit à Li qu'il ne savait pas quel genre d'aventure il avait vécu mais qu'il était sincèrement heureux d'avoir acquis un esprit aussi fort. Le professeur a dit à Li que sa compréhension du pouvoir des étoiles était sur la bonne voie, qu'il avait un esprit fort et qu'il n'y avait plus rien à lui apprendre. Ne Xuang a dit à Li Qingyu que cette armure d'esprit de feu était son cadeau et qu'il devait faire quelque chose et que cela prendrait du temps. Li Qingyu a demandé au professeur où il devrait aller après son départ ou s'il devait rester à l'académie Qingjian pour acquérir des compétences. Le professeur a dit à Li Qingyu que son développement serait ralenti s'il restait là-bas et que bientôt l'académie céleste de Tianxing commencerait à recruter.
Neusuang a dit à l'étudiant qu'il devrait essayer d'y aller car l'académie de Tianxing est une académie qui accélérera considérablement son développement. Li Qingyu s'est incliné devant son professeur et a dit que son élève dévoué comprenait tout et qu'il irait bientôt à l'académie céleste de Tianxing. Neusuang s'est envolé et a dit qu'il espérait que la prochaine fois qu'il se reverrait, Li Qingyu le surpasserait et lui dirait au revoir. L'esprit a dit à Maître Li que son professeur était très inquiet en ce moment mais qu'il était encore trop faible pour l'aider dans cette tâche maintenant. La créature a dit à Li Qingyu qu'il avait besoin de devenir plus fort et qu'il ne pouvait pas laisser tomber son professeur parce qu'il le traitait si bien. À ce moment-là, quelqu'un poursuivait Xiaomei et lui a dit qu'elle ne le fuirait pas et qu'il la rattraperait maintenant et la punirait pour un tel comportement. Le scélérat a demandé à Xiaomei d'être simplement une bonne fille et de le laisser l'attraper parce qu'il voulait vraiment le faire maintenant. Mais lorsque le méchant s'est approché de Xiaomei, quelqu'un a gratté sa cape et il s'est demandé quel idiot avait osé interférer avec ses bons plans. Li Qingyu s'est allongé sur une botte de foin et a demandé au scélérat qui il était et pourquoi il poursuivait Xiaomei et a dit qu'il avait ruiné son rêve. Le scélérat s'est mis en colère et a demandé à Li Qingyu qui il pensait être de lui poser des questions et de s'allonger sur le foin et de ne pas l'adorer. La créature a demandé à son maître Li Qingyu d'être prudent et a dit que cet homme avait un esprit combatif comme un bec d'aigle. Li Qingyu s'est préparé à se défendre de l'attaque du méchant et son esprit a dit que les griffes et le bec de chaque aigle étaient très venimeux et dangereux. Mais Li Qingyu a utilisé sa technique et a immédiatement commencé à détruire tous les aigles du méchant et il lui a été très facile de briser son esprit combatif. Le scélérat a été surpris et a demandé à Li Qingyu comment il avait fait car c'était impossible et de nombreux guerriers ne pouvaient pas faire face à ces hordes. Li Qingyu a dit que son épée était trop rapide et il pensait que c'était pour cela que son adversaire ne pouvait pas voir son attaque sur ses aigles. Le scélérat a dit à Li Qingyu que puisqu'il était si occupé à discuter, il ne perdrait pas de temps et l'enterrerait sur place et mettrait fin à la bataille. Et à ce moment-là, le méchant a transformé son énergie en un énorme et terrible aigle et a commencé à crier et c'était un bruit assourdissant. Xiaomei a fermé ses oreilles et ne pouvait plus écouter ce cri de l'aigle et ce bruit lui a époustouflé et elle voulait qu'il se taise rapidement. Li Qingyu a dit au scélérat qu'il pensait la même chose et qu'il pensait qu'il était lui-même plus ennuyeux que lui et qu'il énervait tous les autres. Et puis Li Qingyu s'est précipité vers le combattant avec une épée dans les mains et a dit que maintenant il ressentirait sa vraie force et évaluerait ses compétences. Li Qingyu a vaincu sans effort un énorme aigle avec son épée et le combattant l'a regardé et n'a pas compris comment gagner contre ce guerrier. Le combattant a demandé à Li Qingyu s'il pensait vraiment pouvoir l'achever, mais Li a rapidement couru vers lui et l'a achevé en quelques secondes. Le lendemain matin, Xiaomei s'est réveillée dans le foin. Hier, après les cris assourdissants d'un aigle, elle a perdu connaissance et s'est réveillée. Xiaomei était très inquiète et pensait où elle se trouvait et que quelqu'un avait déjà soigné ses blessures et elle se demandait qui pouvait faire ça. Li Qingyu a demandé à la demoiselle si elle s'était réveillée et Xiaomei lui a demandé qui il était et s'il lui avait pensé et soigné ses blessures d'hier. Li Qingyu a dit à Xiaomei que son nom était Li Qingyu et qu'elle avait été renvoyée et qu'il avait dû lui sucer tout le poison pour la sauver. Elle a dit à son frère Li Qingyu merci de lui avoir sauvé la vie et a dit qu'elle s'appelait Muron Lanyu et qu'il était très courageux hier. Muron Lanyu a dit qu'elle voulait postuler à l'académie de Tianxing, mais en chemin, elle est tombée sur ce voleur rusé. Li Qingyu lui a dit qu'il se rendait également à l'académie céleste de Tianxing et que si elle le voulait, elle pourrait l'accompagner et être en sécurité. Muron Lanyu a demandé à Li Qingyu s'il disait la vérité et c'était formidable pour eux, elle espérait qu'elle ne le gênerait pas en chemin. La créature a demandé au propriétaire Li Qingyu de ne pas se laisser tromper par sa beauté et il a dit à l'esprit qu'il avait toujours le contrôle. Et quelques jours plus tard, Li Qingyu et Muron Lanyu sont arrivés dans la région glaciaire et Tianxing était une académie très mystérieuse. Muron Lanyu a déclaré que la légende disait que cette académie était cachée dans cette région glaciaire mais que personne ne savait où elle se trouvait. La créature a dit à Li Qingyu que s'il voulait entrer dans l'académie céleste, il devait d'abord la trouver et il voulait seulement se réchauffer. Et l'esprit a suggéré que Li Qingyu prenne simplement Muron dans ses bras pour se réchauffer et il a pensé, toutes les épées sont-elles vraiment si immorales? Mais à ce moment précis, Muron Lanyu a rapidement couru vers Li Qingyu et est tombé dans ses bras parce qu'elle était gelée et n'avait plus de force. La créature a dit à Li Qingyu qu'il plaisantait et qu'il lui apprendrait lui-même la méthode la plus simple pour former une gamme d'énergie. La créature a dit à Li Qingyu que non seulement elle pouvait les garder au chaud, mais qu'elle pouvait également être utilisée pour se défendre en cas de danger. Et puis l'esprit de l'épée a entouré Li Qingyu et Muron Lanyu avec une balle et a commencé à les réchauffer et à les sauver du froid glacial de ces endroits. Murin a commencé à reprendre ses esprits et elle bougeait déjà ses bras et ses jambes et son corps a commencé à se remplir de force grâce à la chaleur de cette balle. Li Qingyu a regardé Muron Lanyu et était heureuse qu'elle se soit enfin un peu réchauffée et que l'esprit de l'épée à ce moment-là les a beaucoup aidés tous les deux. Et après quelques minutes, la boule chaude a disparu et la créature a dit au propriétaire Li Qingyu que le temps s'était déjà éclairci et qu'il était temps de continuer son chemin. Li Qingyu sentit que son corps était rempli d'une puissance illimitée et la créature félicita le propriétaire d'être passé à un nouveau niveau. L'être a dit à Li Qingyu qu'il était désormais capable d'entrer dans l'état de cultivation pour absorber le pouvoir des étoiles même pendant son sommeil. L'esprit de l'ancienne épée a dit au propriétaire Li Qingyu que maintenant il pouvait devenir encore plus fort,
Puis Muron Lanue a commencé à se réveiller. Li Qingnu a serré Muron dans ses bras et était heureuse qu'elle aille bien et elle a remercié Li de l'avoir sauvée des engelures dans cette montagne. Et puis Muron Lanue a demandé à son frère Li Qingnu de regarder là-bas et a dit qu'elle avait vu quelque chose de très intéressant à cet endroit. Et là, un immense palais est apparu et Muron Lanue a dit à son frère Li Qingnu qu'il l'avait trouvé et que c'était définitivement l'Académie Céleste de Tianxing. Et après quelques minutes à l'Académie Céleste de Tianxing, l'homme a dit qu'il s'appelait Yinxian et qu'il leur présenterait toutes les règles. Yinxian a dit à tous les invités qu'il avait l'honneur de les guider tout au long de cet examen et Li Qingnu s'est rendu compte que Yinxian pouvait voler. Li Qingnu a été surpris et s'est demandé si Yinxian était un guerrier de 6e niveau et il s'est demandé quand il atteindrait également ce niveau. Il pouvait flotter dans les airs et Li Qingnu a interrogé son esprit à son sujet et il a dit que Yinxian était fort mais qu'il était plus faible que son professeur. Yinxian a déclaré qu'en guise de bienvenue, l'Académie de Tianxing donnerait à chacun d'eux une pierre étoile pour les aider dans leur formation. Yinxian a demandé à tous les gens de se rassembler en groupe par rapport à leurs attributs d'esprit martial et maintenant il leur donnera des informations complètes. Les candidats ont déclaré qu'il s'agissait d'une pierre unique de l'Académie Céleste de Tianxing et qu'elle aidait les combattants à développer leurs compétences. Les candidats ont déclaré que même s'ils ne pouvaient pas entrer à l'Académie de Tianxing, seule la réception de cette pierre paierait le voyage. Les filles ont dit que Yinxian était beau et qu'elles devraient entrer à l'Académie de Tianxing juste pour le voir tous les jours. Mais ensuite toutes les pierres ont disparu du coffre et les gens n'ont pas compris ce qui s'y passait parce que Yinxian a dit que tout le monde recevrait une pierre. Les candidats pensaient que quelqu'un avait dû secrètement prendre quelques-unes de ces pierres très précieuses et ils ont eu de la chance. Yinxian a dit à tout le monde que si quelqu'un prenait plus d'une pierre, il devrait quitter l'Académie de Tianxing maintenant. Yinxian a regardé tous les candidats et a demandé si personne n'avait avoué et en effet, tout le monde était silencieux et n'émettait pas de bruit. Yinxian s'est mis en colère et a dit que dans ce cas, il prendrait des mesures strictes et que s'il trouvait cette personne, il serait sévèrement puni. Yinxian a demandé aux gens s'ils voulaient vraiment qu'il les fouille maintenant et trouve personnellement ce pathétique trompeur. Tous les gens étaient sous le choc et avaient un sentiment de peur et ne savaient pas quoi faire, car d'un guerrier tel que Yinxian, on pouvait tout attendre. Yinxian a trouvé ces gens qui ont pris beaucoup de pierres et a dit qu'ils ne méritaient pas de rester à Tianxing et qu'ils pouvaient descendre la montagne. Et puis Yinxian a regardé les filles et a dit qu'elles aussi devraient quitter l'académie parce qu'elles ne savaient pas elles-mêmes pourquoi elles étaient venues là-bas. Yinxian a dit à ses filles naïves que l'Académie de Tianxing n'acceptait jamais les personnes qui n'avaient aucun objectif. Li Qingnu a regardé cela et a dit à Muron que Yinxian avait délibérément permis à tout le monde de prendre la pierre pour voir leur réaction. Muron Lanue a dit à Li Qingnu qu'il semblait que les qualités d'une personne faisaient également partie de ce test et que l'Académie était très stricte. Yinxian a dit à toutes les personnes restées là-bas de le suivre jusqu'au Béchamp où il leur expliquera les informations sur le prochain test. Yinxian a déclaré que la salle Béchamp avait été construite en l'honneur des ancêtres de la secte et a demandé à tout le monde de se présenter pour rendre hommage aux ancêtres. Yinxian a dit aux candidats s'ils pouvaient rester à l'académie ou non, les ancêtres décideraient, et le premier sur leur liste était le candidat Li Qingnu. Li s'assit devant les statues et entendit quelqu'un dire qu'il ne pouvait pas croire qu'il restait des gens avec un corps divin et qu'ils l'attendaient. Li Qingnu a demandé à Yinxian s'il lui avait dit quelque chose, mais il a dit que personne n'avait rien dit et lui a demandé de ne pas tenir la ligne. Li Qingnu a fermé les yeux et les voix ont dit qu'il pouvait les entendre et cela signifiait qu'il ne se trompait pas et voulait-il savoir qui ils étaient? Et puis une lueur brillante est apparue dans la main de Li Qingnu et des voix lui ont demandé de trouver un moyen d'entrer rapidement dans le royaume du pic enneigé. Yinxian a dit à Li Qingnu qu'il avait un esprit combatif de métal et cela est passé et même sa vision est devenue floue et c'était génial. Yinxian a dit à Li Qingnu qu'il en informerait bientôt le professeur et a déclaré que le prochain candidat en ligne était Muron Lanue. Et quelques heures plus tard, Yinxian a déclaré que Muron Lanue, une fille nommée Lingxue et Muyanao pourraient être satisfaits de la nouvelle. Yinxian a déclaré que la fille nommée Qin Yanjing ne pouvait pas non plus s'inquiéter de son avenir et s'asseoir et se reposer après les examens. Yinxian a déclaré que les gars Feng Guangji et Ming l'avaient également beaucoup impressionné et avaient réussi tous les examens et pouvaient maintenant se détendre. Yinxian a déclaré que le dernier était Li Qingnu et qu'il avait également répondu à ses attentes et montré d'excellents résultats à toutes les étapes. Yinxian a félicité tous les étudiants d'avoir rejoint le Lingjian Hall et a déclaré qu'à partir de maintenant, il serait leur personne la plus importante. La disciple Lingxue a interrogé Yinxian à propos de Lingjian Hall et lui a demandé si ce n'était pas l'Académie Céleste de Tianxing qu'elle connaissait. Yinxian a déclaré que l'Académie Céleste de Tianxing dispose de 10 salles et que l'exception est Béchamp, qui est dédiée aux ancêtres. Yinxian a déclaré que les 9 autres salles étaient responsables de la formation de leurs étudiants et qu'ils étaient désormais affectés à la salle Lingjian. Li Qingnu a écouté Yinxian et il a dit à tous les étudiants que s'ils n'avaient plus de questions, il les emmènerait dans cette salle Lingjian. Les étudiants entrèrent dans la salle Lingjian et Muron Lanue remarqua que de nombreux étudiants de l'académie étaient assis là et on aurait dit qu'ils y méditaient. Muron Lianju a demandé à frère Yinxian ce que ces gens faisaient dans cette salle et elle était très intéressée de savoir ce qu'ils faisaient. Yinxian a dit qu'ils pratiquaient la condensation de l'eau de l'air, puis la transformation de l'eau en glace, ce qui constitue un entraînement pour l'esprit de l'eau.
Li Qingyu a demandé à Yanxian s'il était possible pour d'autres attributs de l'esprit martial de pratiquer à cet endroit et d'apprendre cette technique. Yanxian a dit à Li Qingyu que ce n'était pas impossible, mais que seul un esprit de l'eau pouvait obtenir un effet plus fort grâce à ses entraînements. Mais Li Qingyu a dit que cela ne semblait pas si difficile à pratiquer et qu'il semblait qu'il pouvait facilement apprendre les techniques rapidement. Yanxian a demandé à Li de ne pas penser qu'ils étaient simplement assis et attendaient un miracle et qu'ils devaient s'entraîner beaucoup pour que cela fonctionne. Li Qingyu s'est immédiatement assis par terre et Yanxian a demandé à l'étudiant s'il voulait vraiment essayer de le faire comme des maîtres expérimentés maintenant. Li Qingyu s'est assis et a réfléchi à la condensation de l'eau de l'air et il avait un esprit métallique et comment cela était-il possible dans ce monde. Li a demandé à son esprit pourquoi il ne pouvait pas congeler l'eau qu'il avait collectée et le propriétaire ne savait pas encore comment faire, mais l'esprit l'aiderait. L'esprit de l'épée a commencé à utiliser la longitude et la latitude du ciel et de la terre, ainsi que le tonnerre et les éclairs, afin de pouvoir répondre à la demande de Maître Li. Mais ensuite Yanxian a attrapé Li Qingyu par l'épaule et lui a dit qu'il était impossible de le faire d'un seul coup d'œil et que de la pratique était nécessaire. Yanxian a dit à Li Qingyu que pouvoir condenser l'air froid était déjà incroyable et il a suggéré d'aller chez lui. Et quand Yanxian a touché l'épaule de Li Qingyu avec sa main s'est figée et s'est recouverte de glace, et c'était très inattendu pour tout le monde. Yanxian se figea de surprise et n'en croyait pas ses yeux. Li Qingyu pourrait-il vraiment réussir à faire cela et comment est-ce possible? Mais à ce moment-là, Li Qingyu a créé un énorme bloc de glace devant lui et Yanxian a réussi à s'en éloigner à la dernière seconde. Les gens étaient choqués et se demandaient qui était cet homme et s'il l'avait déjà vu et comment il avait réussi à faire cela parce qu'il était un étranger. Les gens disent qu'il ne portait même pas l'uniforme d'un disciple et il semblerait qu'il ait été accepté aujourd'hui, mais il avait déjà repoussé le frère aîné Yanxian. Yanxian se tenait devant le bloc de glace de Li Qingyu et pensait que ce disciple était très dangereux et pourrait faire du mal à quelqu'un à l'avenir. Yanxian a rapidement brisé toute la glace de Li Qingyu, mais l'étudiant a réfléchi et a décidé qu'il essaierait de le faire une dernière fois. Et puis, en un instant, Li Qingyu a rassemblé de la glace autour de lui et Yanxian s'est demandé s'il avait vraiment comprimé l'humidité restante si rapidement. Li Qingyu a fabriqué un énorme monstre avec de la glace et l'a envoyé vers Yanxian et le frère aîné a été choqué par un tel étudiant. L'énorme monstre de glace ouvrit la gueule devant Yanxian et il réussit à peine à s'échapper du monstre et à ne pas se faire attraper par ses crocs acérés. Li Qingyu a demandé à son esprit de ne pas flirter et a dit qu'il aurait des ennuis s'il faisait du mal à Yanxian et que c'était dangereux. La créature a demandé au propriétaire Li Qingyu s'il se souvenait de la façon dont il l'avait fait et le propriétaire était d'accord avec lui et lui a demandé de se calmer maintenant. La créature a dit à Maître Li Qingyu qu'il venait de réveiller cet ancien corps divin et qu'il était en effet puissant. Li Qingyu a été surpris et a demandé à la créature, l'ancien corps divin et de quoi parlaient ces voix étranges dans la salle ancestrale. La créature était d'accord avec Maître Li et dit que ses voix lui avaient dit de le trouver et qu'il avait maintenant un ancien corps puissant. La créature a dit qu'il s'agissait de la lignée légendaire héritée et que maintenant Li Qingyu avait son propre esprit martial de l'eau. Li se demandait s'il avait vraiment plusieurs esprits combattants, mais alors pourquoi la pierre magique ne pouvait-elle pas détecter ces esprits? La créature a dit à Li Qingyu que le pouvoir du corps ancien ne pouvait être découvert que par la cultivation et que la pierre était impuissante. La créature a dit à Li Qingyu que tant qu'il travaillerait dur pour devenir plus fort, il réussirait certainement. À ce moment-là, l'énorme monstre de glace s'est figé devant l'aîné et Yanxian a demandé à Li Qingyu si son attaque contre lui avait déjà cessé. Yanxian a immédiatement mis en pièces l'énorme monstre de glace de Li Qingyu et a pensé que le spectacle de l'étudiant était enfin terminé. À ce moment-là, les gens les regardaient depuis un grand immeuble et l'homme a demandé à Zhenyan si c'était le nouvel élève de Yanxian. Zhenyan a dit à l'homme que c'était vrai et qu'il semblait que le professeur était également très intéressé par lui car il était très talentueux. L'aîné Lin Yun a dit à Zhenyan que ce nouvel étudiant était vraiment spécial et avait un corps spirituel très fort. Fangu Zhenyan a déclaré que le professeur était capable de reconnaître en un clin d'œil que cet élève avait un corps spirituel fort et qu'il avait du talent. Ling Yun a dit à Zhenyan qu'à part lui, les compétences de Yanxian étaient les meilleures et il a failli être blessé par ce nouvel étudiant de l'académie. Zhenyan a dit que le professeur plaisantait et que les compétences de frère Yanxian étaient bien supérieures aux siennes et comment pourrait-il être blessé par Li Qingyu. Lin Yun a dit à Zhenyan que s'il réfléchissait davantage à son entraînement, il pourrait facilement entrer dans le niveau du ciel étoilé. Zhenyan a dit qu'une fois qu'il aurait atteint ce niveau, il ne pourrait plus rester avec le professeur et il voulait le servir pendant quelques années. Ling Yun était d'accord avec Fangu Zhenyan et a déclaré que tôt ou tard, la réputation de la famille Fangu tomberait entre ses mains et qu'il les gouvernerait. Et puis Yanxian a dit que ce Li Qingyu était un étudiant très inhabituel et qu'ils avaient recruté les mauvaises personnes dont ils avaient besoin. Et puis Muron Lanyu a couru vers Li Qingyu et l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il lui avait fait peur et il lui a demandé de se calmer et a dit que tout allait bien. Yanxian a demandé à Li Qingyu de ne pas paniquer et a dit qu'il était temps d'emmener tous les disciples à l'endroit où ils vivraient désormais. Yanxian comprit et il était évident pour lui qu'il s'agissait de la compétence d'attribut d'eau que le disciple Li Qingyu venait d'essayer sur lui. Mais Yanxian ne pouvait pas comprendre comment Li Qingyu avec un esprit combatif de métal pouvait faire cela tout en étant si fort et c'est étrange.
Yanxian se leva et se demanda si Li Qingyu n'était pas limité par les propriétés de l'esprit combatif et pouvait faire tout ce qu'il voulait avec n'importe quel élément. Et puis Yanxian a été horrifié et a pensé qu'il se pouvait que Li Qingyu ait plus d'un esprit combatif et cela a donné des réponses à toutes ces questions. Yanxian voulait emmener tous les étudiants dans leur nouvelle maison, mais Zhenyan est venu vers eux et a demandé à son frère Li Qingyu d'attendre une minute. Il a dit que son nom était Fangzhu Zanjian et qu'il était un étudiant entré l'année avant Li Qingyu et qu'il devait discuter de quelque chose avec lui maintenant. Mais l'un des étudiants a été choqué de le voir et a demandé à Fangzhu Zhenyan s'il appartenait vraiment à la famille Fangzhu parce qu'il savait qui il était. Zanjian a souri et a dit à l'étudiant qu'il était exactement celui à qui il pensait maintenant et qu'il ne s'était pas trompé dans ses hypothèses intelligentes. L'étudiant a dit à Zanjian que chaque génération des meilleurs enfants de la famille Fangzhu va à l'académie de Tianxing pour s'entraîner. L'étudiant a dit à Zhenyan qu'il s'est avéré que c'était vrai et qu'il s'appelle Nuyanao et qu'il était très heureux de rencontrer un tel guerrier. Mais Fangzhu Zanjian n'a prêté aucune attention à l'étudiant et a dit à son frère Li Qingyu qu'il devait y aller et qu'il se demandait où ils iraient. Zanjian a dit à Li Qingyu que son professeur voulait le rencontrer personnellement et qu'il était très intéressé par le professeur avec son talent. Nuyanao leur a crié après et a demandé à son frère Zhenyan de l'emmener avec eux aussi, car il voulait aller n'importe où avec son frère fort. Zhenyan a demandé à Yanao de ne pas avoir peur et a dit que son poing serait débloqué dans 15 minutes et qu'il ne pouvait pas bouger. Quelques minutes plus tard, Zhenyan a amené Li Qingyu à un endroit et Li a dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen et a demandé où était son professeur. Zanjian a déclaré que la raison pour laquelle la famille Fangzhu est si célèbre est que, en plus de son esprit, elle est célèbre pour ses compétences. Mais Zanjian a dit qu'il n'était pas très bon en termes d'esprit combatif ni en termes de compétences, et Li Qingyu a alors demandé dans quoi il était bon. Et puis soudain, les yeux de Zhenyan s'illuminèrent d'une couleur rouge vif et il pensa que Li Qingyu découvrirait bientôt tout. Et à ce moment précis, Zanjian s'est retourné et a voulu attaquer Li Qingyu et a dit que c'est là que la célèbre famille Fangzhu est très forte. Fangzhu Zanjian a frappé de toutes ses forces mais Li Qingyu a esquivé et il a brisé le sol sous lui avec son coup et était en colère contre lui. Zanjian a continué à attaquer Li Qingyu sans s'arrêter et lui a demandé qui lui avait appris une telle vitesse parce qu'il était très rapide. Zanjian s'est approché très près de Li Qingyu et Li a dit que toutes ces techniques lui avaient été enseignées par un grand-père aveugle du village. Zanjian n'a pas cru aux histoires sur le grand-père aveuglé et a dit à Li Qingyu qu'il voulait juste le tromper et qu'il s'est entraîné ailleurs. Zanjian a demandé à Li Qingyu s'il utilisait ses compétences contre frère Yanxian et il s'est rendu compte qu'il était encore faible pour utiliser cette compétence. Fangzhu Zanjian a dit à Li Qingyu qu'il avait facilement esquivé ses attaques et a dit qu'il était un faible et se moquait-il vraiment de lui, et à ce moment précis, Zhenyan envoya de nombreux rayons de combat vers Li Qingyu, et ils pourraient tous lui causer d'énormes dégâts. Li Qingyu a regardé ces rayons de bataille et a pensé que maintenant il ne pourrait plus échapper à cette attaque et a réfléchi à un plan. Et puis Li Qingyu a mis sa main devant lui et a utilisé la technique et s'est protégé de tous les rayons de combat de Fangzhu Zanjian. Zanjian regarda l'énorme main dorée de Li Qingyu levée comme protection et réalisa qu'il était un étudiant très intéressant. Li Qingyu pensait que c'était mauvais et qu'il devait utiliser les compétences d'une grand-mère sourde, même s'il ne voulait pas encore le faire lui-même. Zanjian a été très surpris et a dit comment cela était-il possible et quel genre de paume Li Qingyu a-t-il mis devant lui. Li Qingyu a dit à Zanjian que c'était une compétence que sa grand-mère sourde lui avait enseignée et il s'en souvenait lorsqu'il l'avait attaqué. Zanjian ne croyait pas le grand-père rapide et la grand-mère martiale et a demandé à Li de ne pas être en colère contre lui et il a juste testé ses compétences. Zanjian a dit à Li Qingyu que son pouvoir d'étoile était au 5e ou 6e niveau, mais cette paume était d'un niveau supérieur. Li Qingyu a déclaré qu'il avait réveillé son esprit martial métallique il y a à peine un mois et qu'avant cela, il ne connaissait pas les esprits et les arts martiaux. Fangzhu Zanjian réfléchit un instant et dit à Li Qingyu que ses mouvements et ses compétences étaient similaires à ceux d'une personne célèbre dans leur région. Zanjian a dit à Li Qingyu que ses mouvements sont similaires à la paume fantomatique de la première impératrice du ciel étoilé Monichan. Mais Zanjian a dit à Li Qingyu que la légende dit que Dame Monichan était très belle et comment pourrait-elle être sa grand-mère. Li Qingyu a été très surpris par les paroles de Fangzhu Zanjian et lui a demandé comment il connaissait autant d'informations sur cette Dame Monichan. Zhenyan a dit que la technique qu'il utilisait maintenant était la rage sanglante de Dao Kuang et qu'il était son parrain mais qu'il avait disparu quelque part. Mais à ce moment-là, Lin Yun s'est approché d'eux et leur a dit que c'était merveilleux qu'ils soient tous les deux devenus étudiants du Lin Hall et il était très heureux. Zanjian a salué le professeur et Li Qingyu s'est également incliné devant Lin Yun et a dit qu'il était très fier de le rencontrer en personne. Le professeur Lin Yun a dit à Li Qingyu qu'il avait vu tout ce qu'il faisait dans la salle et qu'il avait été très impressionné et avait donc décidé de se rencontrer en personne. Le professeur a dit à Li Qingyu qu'il était en effet très talentueux et qu'il avait un double esprit combatif, ce qui était un talent très rare. Mais Lin Yun a dit à Li Qingyu qu'en tant qu'enseignant, il l'avertissait que s'il se démarquait trop, il aurait des ennuis. Li Qingyu a dit au professeur qu'il comprenait ses paroles et qu'à l'avenir, il prendrait ces choses plus au sérieux et ne les laisserait pas tomber. Le professeur était d'accord avec l'élève et lui dit que maintenant il pouvait faire une pause dans leur travail et qu'il devait maintenant se rendre au palais de Tianxing. Après cela, tous les étudiants qui étaient entrés dans l'académie sont entrés dans le palais de Tianxing et les 9 salles principales ont accueilli le doyen.
Le chef a dit à tous les étudiants que lors de la réunion d'aujourd'hui, ils devront discuter de la question de la poursuite des tests sur les terres sauvages. Lin Yun a dit à l'aîné qu'il semblait avoir oublié ce qui s'était passé il y a 6 ans en parlant des essais sur les terres sauvages cette année. Le chef a dit que 6 années se sont déjà écoulées et qu'ils ont éliminé les traîtres et comment ces étudiants pourraient-ils devenir meilleurs sans passer par la forêt sauvage. Le seigneur Qifeng a dit au chef que Li Yun était inquiet de l'accident et que grâce à ce succès, ils se sont améliorés. Le seigneur Shilei a déclaré qu'il était d'accord avec Qifeng et qu'il était temps pour eux de commencer les tests, sinon cela ferait penser au monde qu'ils sont des lâches. Le chef a écouté toutes les personnes influentes et a déclaré que puisque la plupart d'entre elles étaient d'accord, cette question était déjà complètement résolue. Les anciens Longwo et Qingshi étaient d'accord avec le chef et Ling Yun était également obligé d'être d'accord avec eux parce qu'ils ne l'écoutaient pas. Après cela, la nuit est venue et tous les étudiants sont allés à la montagne Tiangu pour commencer à s'y entraîner et devenir beaucoup plus forts. Les étudiants ont déclaré qu'ils avaient eu beaucoup de malchance que les tests dans la nature aient repris après leur entrée à l'académie. Nuron Lannu a dit à Li Qingnu que la légende disait que le site de ce test était plein d'étranges et très dangereuses bêtes sauvages. Li Qingnu a demandé à Sœur Lannu de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il avait grandi dans une terre sauvage depuis son enfance et qu'il la protégerait de tout danger. Et puis un autre étudiant s'est accroché à Li Qingnu et a demandé à son frère de le protéger aussi et il lui serait très reconnaissant pour une telle aide. L'étudiant a dit à Li Qingnu qu'il ne savait pas et qu'en fait, il y a 6 ans, il y a eu un soulèvement des traîtres de Tianxing dans les terres sauvages. Mais à ce moment-là, Xinyan a frappé Mo Yanao à la tête et a déclaré que tout étudiant qui répandrait des rumeurs sur l'académie serait puni. Mo Yanao a été très blessé et il a dit à son frère Feng Xinyan qu'il le comprenait, qu'il avait tort et qu'il ne ferait plus de telles choses. Fangu Xinyan a demandé à tous les étudiants d'être vigilants et conscients de leur environnement afin de les aider en cas de danger. Xinyan a déclaré qu'il n'avait que 7 jours pour réussir le test et qu'il ne devait pas perdre face à d'autres gymnases et être les meilleurs. Xinyan se souvint que Ling Yun lui avait dit qu'il serait le chef de ce procès et qu'il y dirigerait toute son équipe de combat. Ling Yun a dit à Feng que 6 ans s'étaient déjà écoulés depuis la trahison, mais il ne devrait toujours pas la prendre à la légère. Xinyan pensait qu'il ne devrait pas s'inquiéter car le traître se trouvait déjà il y a 6 ans au milieu de terres sauvages et ne pouvait pas leur faire de mal. En ce moment au fond de la nature un homme était assis près du feu et pensait à tout ce qu'il pouvait faire. Et puis le singe Fomian s'est approché de lui et a dit au propriétaire que les gens de l'académie étaient enfin entrés dans le mont Tiangu. L'homme a dit au singe que 6 ans s'étaient déjà écoulés depuis que lui et les bêtes démoniaques attendaient les étudiants. Le traître a regardé ces bêtes sauvages et a déclaré que les gens de l'académie de Tianxing regretteraient de retourner dans les terres sauvages. Le traître a déclaré que cette fois, il veillerait personnellement à ce que personne ne devienne le successeur de l'académie céleste de Tianxing. Après quelques heures, les élèves sont finalement sortis de la forêt et ont dit qu'il y faisait très humide et ont demandé au professeur Yungu de faire une pause. Xinyan a dit à tous les disciples qu'il ne devrait y avoir aucun animal sauvage dans cette vaste zone et qu'ils pouvaient s'y reposer. Et puis l'étudiante a dit au seigneur Xinyan qu'elle avait vu une sorte de lumière non loin de l'endroit où ils se sont arrêtés. Xinyan a vu ces objets lumineux clignotant et a dit aux étudiants qu'ils déplaçaient des bêtes de cristal de glace. Zhangjian a été surpris de voir ces bêtes de glace et s'est demandé pourquoi elles se formaient si bien et a couru droit vers elles. Zhangjian a demandé à tous les étudiants d'être prudents et de se protéger des attaques de ces bêtes dangereuses et de ne pas être blessés de quelque manière que ce soit. Les monstres de glace ont couru vers les étudiants et ont commencé à les attaquer, et Xinyan a réfléchi à la façon dont les animaux pourraient travailler et attaquer ensemble. Xinyan a détruit l'une de ces bêtes et a demandé à tous les étudiants de se serrer les coudes et de s'entraider à tout moment. Yungu a compris et a dit à Xinyan que quelque chose n'allait pas là-bas et il savait que ces bêtes n'avaient jamais attaqué comme ça et c'était étrange. Yungu a dit à tout le monde que cela ressemblait à un piège fait spécialement pour eux et qu'ils sont eux-mêmes tombés dans ce piège parmi les animaux. Les bêtes de glace ont commencé à geler les étudiants de l'académie de Tianxing et ils ont dirigé leurs rayons vers eux et ne voulaient aller nulle part. Et au même moment, l'un des animaux a couru vers l'élève gelé et lui a porté un coup violent, et c'était le professeur Junior Zhang. Des monstres de glace entouraient les étudiants de tous côtés, puis une lueur dorée et brillante est apparue dans l'air et personne ne l'a vue. Et à ce moment précis, quelqu'un a dirigé ses rayons dorés vers les étudiants qui étaient gelés et ils se sont libérés et ont été sauvés. C'était Li Qingnu et il a ordonné à tous les étudiants de protéger ces personnes gelées et de ne pas les laisser être blessées par ces bêtes. Xinyan a regardé Li Qingnu et s'est demandé si c'était son esprit doré et c'était si rapide qu'il ne pouvait pas le voir. Le professeur a pensé que c'était une impulsion incroyable venant de l'élève Li Qingnu et qui était vraiment ce courageux héros. Yanxian se demandait si c'était l'esprit métal de Li Qingnu et il ne savait pas qu'il avait un autre esprit combatif qui les aidait. Les professeurs ont réalisé que l'attribut de Li Qingnu était très fort, mais cet attribut métallique pouvait tuer beaucoup de bêtes sauvages. Et puis soudain, une énorme bête de cristal de glace est apparue devant Li Qingnu et il a réalisé que maintenant les choses allaient mal. Xinyan a dit à Li Qingnu que les monstres avaient invoqué le roi des monstres de glace et qu'il était très fort et qu'il était très difficile de le vaincre. Martial Spirit a dit à Maître Li Qingnu qu'il semblait que quelqu'un contrôlait ces monstres de glace et que c'était pourquoi ils étaient si organisés.
Martial Spirit a dit à Maître Li Qingyu qu'il pouvait utiliser l'œil du vide pour découvrir qui était derrière tout cela s'il était intéressé. Mais ensuite, alors que Li Qingyu ne s'y attendait pas, il s'est retrouvé dans un endroit étrange et a réfléchi de quel genre d'endroit il s'agissait et où allait son esprit. Mais ensuite, un traître est apparu devant Li Qingyu et a dit qu'il ne retrouverait pas son esprit et que son corps spirituel avait déjà été scellé par lui. Le traître a dit à Li Qingyu que c'était à la fois son lieu spirituel et celui de Li et qu'ils pouvaient tous deux y trouver des réponses à toutes les questions intéressantes. Li Qingyu a remarqué l'insigne de cet homme et s'est demandé s'il était un guerrier étoile de niveau 9 et semblait être très fort. Li Qingyu a demandé au traître qui il était et pourquoi il avait besoin de problèmes avec l'Académie Céleste de Tianxing, car il pourrait également lui faire du mal. Il a dit qu'il n'avait pas entendu le nom de cette académie depuis longtemps et qu'il voulait juste tuer quelques personnes et aider Tianxing à rétrécir. Elle a dit à Li Qingyu qu'il était le soi-disant traître de l'Académie Céleste de Tianxing et qu'il s'appelait Moni et qu'il était heureux de le rencontrer. Li Qingyu a demandé à Moni de se regarder de l'extérieur et a dit qu'il ressemblait à la poubelle de l'Académie Céleste de Tianxing. Moni a dit que cela l'énervait un peu et que sa famille était constituée de bêtes et de démons cachés dans la nature et que beaucoup avaient peur d'eux. Moni a déclaré que pendant de nombreuses années, son clan pratiquait une méthode de folie qui contrôlait les bêtes sauvages et que c'était leur cadeau. Moni a déclaré que la méthode de folie étant trop cruelle et destructrice, la vie des membres du clan n'excédait pas 30 ans. Lui, en tant que fils du patriarche du clan, voulait diriger le clan afin d'abandonner la méthode de la folie, d'étudier l'esprit combatif et de prolonger sa vie. La race démoniaque avait un talent inné qui était meilleur que les autres pour cultiver un esprit combatif. Mais d'autres étudiants ont dit que Moni n'appartenait pas au clan et que ses ordures du village étaient dégoûtantes et qu'il ne l'aimait pas du tout. Les filles de l'académie disaient que Moni ne remarquait personne à cause de ses bonnes notes, car il était vraiment très alphabétisé. Moni a dit à Li Qingyu que parce qu'il était trop aveuglé, il est devenu une cible pour ses camarades de classe et qu'il le détestait complètement. Mais Moni a dit que cela a duré jusqu'à ce que quelque chose d'intrigant et d'intéressant se produise dans la nature sauvage il y a 6 ans. Les étudiants ont attaqué Moni et ont dit qu'il appartenait à un clan démoniaque et complice des bêtes sauvages et pourquoi il étudiait à l'académie. Les étudiants ont demandé à Moni comment une personne de ce clan pouvait devenir un pratiquant martial et il avait dû tromper le professeur avec sa méthode. Moni a dit aux étudiants qu'ils étaient poursuivis par des démons et que sans lui, ils n'auraient pas pu sortir de cette terre sauvage et ils seraient morts. Moni a déclaré à Li que ce jour-là, il s'était battu de toutes ses forces pour protéger ses amis, mais qu'ils avaient essayé de le tuer à cause de son identité. Li Qingyu a écouté l'histoire de Monia et a dit que maintenant il comprenait la raison de sa trahison parce qu'il n'en savait rien auparavant. Moni a demandé à Li Qingyu de quel genre de trahison il parlait et a dit que les cochons de l'académie de Tianxing étaient eux-mêmes des traîtres. Moni a dit qu'il leur avait sauvé la vie et qu'ils avaient essayé de le tuer et maintenant il était ingrat et Tianxing n'avait pas le droit de l'appeler ainsi. Moni a dit à Li Qingyu qu'aucune de ces personnes ingrates de l'académie de Tianxing n'aurait dû vivre dans ce monde merveilleux. Li Qingyu a été choqué et a demandé à Monia s'il avait vraiment éliminé tous les gens de l'académie de Tianxing à cause de la haine. Moni a déclaré que lorsque les dirigeants ont découvert cet incident, l'un d'entre eux l'a attaqué et l'a encerclé et pendant ces 6 années, ils ne sont pas venus. Tianxing a annulé les tests et Moni a simulé sa mort et pratiqué en secret et à partir de ce jour, il a juré qu'il les détruirait tous. Li Qingyu a dit à Moni qu'il sympathisait vraiment avec lui et que ces scélérats devaient mourir, mais cela ne concernait pas les innocents. Moni a dit à Li Qingyu qu'il n'y a pas d'innocents dans ce monde et que tous les gens sont pleins de tromperies et qu'ils ne croyaient pas à leurs fausses paroles et promesses. Moni a rappelé à Li Qingyu qu'il avait oublié que ses amis combattaient toujours le roi des bêtes de cristal de glace dans la forêt. Li Qingyu s'est rendu compte que les choses allaient mal et Moni voulait l'Y détenir pour qu'il n'aide pas ses camarades dans la lutte contre le monstre. Zinyan à ce moment-là a attaqué le roi des bêtes de glace et lui a résisté et a voulu le frapper avec son poing puissant. Zinyan a frappé le monstre avec sa technique mais ne lui a pas causé beaucoup de dégâts et a pensé que ce monstre de glace était très fort. Zinyan a demandé à son frère Li Qingyu ce qui lui arrivait maintenant et s'il ne faisait rien, très bientôt ils mourraient tous là-bas. Moni a poussé Li Qingyu et a dit que maintenant que ses amis étaient sur le point de mourir, il voulait voir ses autres actions. Moni se demandait comment Li Qingyu combattrait son monstre de glace sans son esprit combatif et comment il sauverait tous les étudiants. Moni a dit à Li Qingyu que maintenant il pouvait aller mourir avec ses amis et immédiatement Li Qingyu s'est réveillé et a repris conscience. Li Qingyu reprit ses esprits et remarqua que Fangu Zinyan combattait seul un énorme monstre de glace et avait besoin d'aide. Li Qingyu voulait l'aider mais a été surpris car il était incapable d'invoquer son esprit combatif et il ne savait pas ce qu'il pourrait faire sans cet esprit. L'énorme roi des monstres de glace s'est approché de Li Qingyu et l'a frappé, et d'un tel coup, il a volé loin de l'autre côté et est tombé. Li Qingyu souffrait beaucoup et il était allongé sur le sol et pensait que Moni pouvait être maudit parce qu'il venait de le traiter très méchamment. Li Qingyu a regardé l'énorme et maléfique roi des monstres de glace et s'est rendu compte que Moni avait scellé les encins avec son fidèle esprit combatif. Li Qingyu a réfléchi à ce qu'il pouvait faire maintenant sans esprit combatif et à ce que le sage professeur Nesuang ferait à sa place et comment il gagnerait. Et puis Li Qingyu s'est souvenu des paroles du professeur Nesuang, et même s'il n'avait pas d'esprit combatif, il pouvait toujours atteindre le niveau du ciel étoilé.
Lee Kuan-yew s'est souvenu des sages conseils de son professeur et a pensé qu'il pouvait également rassembler le pouvoir des étoiles et l'utiliser dans n'importe quelle bataille. Lee Kuan-yew s'est rendu compte qu'il comptait trop sur Zhang Kong et avait oublié les instructions de son professeur et qu'il devrait toujours croire en lui-même. Lee Kuan-yew a rassemblé toute la puissance des étoiles dans son poing et a commencé à s'approcher lentement du roi des monstres de glace afin de le vaincre pour toujours. Lee Kuan-yew s'est souvenu qu'on lui avait montré cette compétence lorsqu'il était enfant et qu'on lui avait dit que c'était une compétence unique de sa grand-mère combattante sourde. Et puis Lee Kuan-yew a mis son poing devant lui et a utilisé une technique appelée point pagien et sa main a commencé à briller. Et à ce moment précis, Lee Kuan-yew a dirigé un faisceau bleu vif directement sur le monstre et le roi des monstres a commencé à crier de douleur intense à cause du faisceau. Et à ce moment-là, sous l'action du rayon de Lee Kuan-yew, le roi des monstres de glace tomba en petits morceaux et Lee réussit à le vaincre. Xingyan et Muron Lanyu ont regardé cette bataille et ont dit que c'était la fin et que c'était génial et que frère Lee a sauvé tous les gens de l'académie. Mais Lee Kuan-yew a dit à ses amis qu'il était trop tôt pour se réjouir et qu'il devait attendre car il avait vu quelque chose devant lui. Un objet lumineux est apparu devant Lee Kuan-yew et les étudiants ont dit que c'était le venin de la bête et qu'il est apparu après sa mort. Mo Yanao a dit à son frère Lee Kuan-yew qu'il avait beaucoup de chance et que maintenant il avait un noyau de bête de glace et que c'était intéressant et très cool. Le professeur Xingyan a demandé à tous les élèves d'être vigilants et a dit qu'il semble que Lee Kuan-yew avait raison et que ce n'est pas la fin de leur bataille contre les bêtes. Et à ce moment-là, le noyau de la bête de glace a commencé à émettre des vagues bleues et tous les gens de l'académie ont réalisé que ce n'était clairement pas bon. Xingyan a dit que ce n'était pas bon et que le noyau de la bête émettait l'aura des bêtes sauvages et que cela n'aurait pas dû arriver et que c'est très dangereux. Les vagues du noyau de la bête ont commencé à envelopper toute cette zone et Xingyan a demandé à tous les étudiants de s'enfuir rapidement et de se cacher quelque part. Ces vagues ont commencé à envelopper Muron Lanyu et Lee Kuan-yew s'est rendu compte que tout allait mal et qu'il avait récemment épuisé tout son pouvoir d'étoile. Lee Kuan-yew s'est rendu compte que l'environnement était gelé et qu'il ne pouvait plus absorber la puissance des étoiles du ciel et de la terre et qu'il avait peu d'énergie. Et Lee Kuan-yew s'est rendu compte que la glace était aussi un attribut de l'eau, et malgré le fait que son esprit de l'eau n'avait pas encore mûri, il pouvait l'absorber de la glace. Lee Kuan-yew a commencé à utiliser la longitude et la latitude du ciel et de la terre, le tonnerre et les éclairs et il avait besoin d'augmenter temporairement sa force et son énergie. Lee Kuan-yew s'est rendu compte que s'il faisait cela, il pourrait accomplir ce qu'il avait en tête et sauver tous les étudiants du gel et d'autres choses. Xingyan a demandé à Lee Kuan-yew d'être prudent et lui a demandé ce qu'il voulait faire et en regardant ses actions, le professeur a compris ce qu'il voulait faire. Xingyan a dit que Lee Kuan-yew voulait absorber le noyau du monstre de glace pour mettre fin à cela une fois pour toutes et sauver tous les habitants de la forêt. Lee Kuan-yew a fermement saisi le noyau de la bête de glace et Xingyan a demandé à frère Lee de ne pas faire cela et a dit qu'elle le tuerait et que c'était dangereux. Lee Kuan-yew a perdu connaissance et a demandé à Zhang Kong où il se trouvait, et sans son aide, il ne pouvait pas s'en sortir, puis Lee s'est soudainement réveillé. L'esprit combatif a dit à Maître Lee qu'il s'était enfin réveillé et que c'était de sa faute s'il avait été négligent et ne l'avait pas aidé dans un moment difficile. Fighting Spirit a dit à Maître Lee Kuan-yew qu'hier soir, il avait été imprégné par Money mais que heureusement, il est maintenant retourné auprès de son frère. Lee Kuan-yew a dit à l'esprit Zhang Kong qu'il était heureux que tout allait bien pour lui et lui a demandé s'il avait vaincu le roi et tout le monde a remarqué que Lee s'était réveillé. Les élèves ont couru vers Lee et lui ont dit qu'hier soir, il était très cool et qu'il a failli mourir, mais heureusement, le professeur est arrivé à l'heure. Les élèves ont dit à Lee Kuan-yew que le professeur l'avait aidé à absorber le noyau de la bête de glace et Lee se demandait si le professeur Lin Yun était arrivé là-bas. Et puis le professeur Lin Yun a dit à Lee Kuan-yew qu'hier il avait absorbé le noyau de la bête de glace et qu'il était très étonné par son courage mature. Ling Yun a dit à Lee Kuan-yew qu'à cause de cela, son esprit martial de l'eau passerait définitivement au niveau suivant et il deviendrait plus fort. Lee Kuan-yew s'est incliné devant le professeur et lui a dit merci de lui avoir sauvé la vie et lui a demandé pourquoi il était venu là et ce qu'il voulait. L'un a dit qu'il était venu là-bas parce que c'était la première fois en 6 ans que le test se déroulait dans la nature et que les 9 têtes les protégeaient secrètement. Le professeur Lin Yun a déclaré qu'hier soir, à la même heure, les élèves des 9 salles ont été attaqués par des monstres et beaucoup d'entre eux sont morts. L'un a déclaré qu'il avait aidé les étudiants de Longwu Hall qui avaient été attaqués plus tôt que les autres, et sur le chemin du retour, il avait vu comment il avait absorbé le noyau de la bête. Ling Yun a regardé le professeur et a dit que s'il était arrivé un peu plus tôt, l'Ingien Hall n'aurait pas autant souffert que maintenant. Xingyan a dit au professeur qu'il était un leader mais qu'il ne pouvait pas les protéger et il a demandé au professeur de le punir durement et rapidement. Lin Yun lui a demandé de ne pas se blâmer et c'est une erreur courante et il ne connaissait pas la raison de l'attaque mais ils ont vu que les animaux sauvages sont dangereux. L'un a dit aux étudiants que le but de leur entraînement était de se préparer à se défendre contre des vagues de bêtes sauvages et que la nuit dernière était une leçon. Ling Yun a regardé Xingyan, qui pleurait sans arrêt, et lui a demandé de se calmer et de se préparer à de telles attaques la prochaine fois. Lin Yun a dit à tous les étudiants qu'ils devraient maintenant s'entraîner plus dur et qu'ils pourraient alors facilement vaincre tous leurs ennemis. Lee Kuan-yew s'est incliné devant le professeur et a dit qu'ils le comprenaient tous, qu'ils ne répéteraient pas leurs erreurs et qu'ils seraient désormais prêts à attaquer tous les ennemis. Et à ce moment-là,
Un professeur de l'académie de Tianxing a couru là-bas et a dit au professeur Lin Yun qu'il l'avait finalement trouvé parce qu'il le cherchait. L'homme de l'académie de Tianxing a chuchoté à l'oreille de maître Lin Yun et lui a dit des informations importantes qu'il avait récemment apprises. Lin a été choqué et a dit à Feng qu'il devait retourner immédiatement à l'académie de Tianxing et que l'examen de la faune a été suspendu. Lin Yun a dit à Zhenyan qu'il devrait rapidement emmener les étudiants dans la ville de Guchuan et rencontrer d'autres salles et il a compris le professeur. Et puis le professeur Lin Yun s'est rapidement envolé de là et Li Qingyu s'est rendu compte que maintenant il avait oublié de parler de Moni au professeur et de l'avoir rencontré dans la forêt. Li Qingyu pensait qu'hier soir, le professeur avait déjà tout deviné mais ne pouvait pas l'accepter et ils sont arrivés à l'académie de Tianxing. Lin Yun a immédiatement vu que tous les chefs de salle s'étaient rassemblés à l'académie de Tianxing et qu'ils attendaient sa comparution et voulaient aussi lui parler. Et Lin Yun s'est immédiatement figé de surprise et a été sous le choc car il a vu qu'il y avait de nombreux cadavres d'étudiants gisant dans l'académie de Tianxing. Lin Yun pensait que ce ne pouvait pas être Moni et même s'il survivait, il n'aurait pas la force de faire face à autant de monde. À cette époque, des étudiants sont venus dans la ville de Guchuan et l'esprit de Li Qingyu a dit au propriétaire qu'il était scellé mais qu'il voyait tout ce qu'il faisait la nuit. L'esprit combatif a dit à maître Li Qingyu qu'il était capable de vaincre l'ennemi sans compter sur sa force et que c'était le grand progrès de maître Li. Li Qingyu a dit à son esprit martial qu'il voulait savoir comment le noyau de la bête de glace améliorerait son esprit martial de l'eau et les draps. Les étudiants regardaient la ville de Guchuan et à ce moment-là quelqu'un a appelé frère Li Qingyu et lui a dit qu'il lui manquait beaucoup. Mo Yanao se figea de surprise et fut sous le choc car il ne s'attendait pas à ce que son frère Li Qingyu puisse connaître un si bel homme. Et puis Guruking a couru vers Li Qingyu et l'a serré dans ses bras et l'esprit combatif a dit au propriétaire qu'il avait tort à son sujet et qu'il avait vraiment tort. L'esprit combatif a dit au propriétaire Li Qingyu qu'en plus de Muron la nue, il avait d'autres filles et Muron le regardait et ne comprenait pas. À ce moment-là, l'un a déclaré aux dirigeants que le nombre de personnes en noir qui avaient attaqué cette fois-ci était plus important et que l'ancien maître de la secte avait également été arrêté. Les dirigeants ont déclaré que depuis la dernière fois que le vieux cultiste du Seigneur des Bêtes a été blessé, il n'a jamais quitté le Temple des Étoiles. Les dirigeants ont déclaré que même la réunion était derrière l'empereur, car sinon ils n'étaient certainement pas des adversaires du patriarche et n'avaient jamais interféré avec lui. Le chef nommé Chili a dit à tous les chefs qu'il y avait encore une chose qui avait disparu avec le vieux patriarche et c'était très étrange. Chili a dit à tous les chefs qu'une collection de livres avait disparu dans le pavillon et cela ne lui permettait pas de se calmer et il y pensait tout le temps. Le chef de la salle a déclaré que l'ensemble du bois était l'un des plus grands secrets, ces effets dans lesquels sont enregistrées les techniques interdites du clan. Chili réfléchit et dit aux dirigeants qu'ils avaient dû se rencontrer à l'extérieur et qu'ils voulaient détruire sa secte du ciel étoilé pour toujours. Lin Yun a dit à tous les chefs que Yanxian était le professeur le plus sincère et comment pouvait-il faire cela et les traiter si méchamment. Chili s'est approché de l'un et lui a dit qu'il y avait tellement de disciples des arbres près de la porte et pourquoi alors Yanxian et Xinmuji ont disparu ensemble. Le chef de la salle a dit à Chili et Lin Yun qu'il n'en avait plus besoin et leur a suggéré de discuter de ce qu'ils pourraient faire maintenant. Le chef de la salle a déclaré que la chose la plus importante était de réparer le bâtiment et que Lin Yun, Ukundi et Xitan resteraient ensemble pour commencer les réparations. Le chef a demandé aux membres des 5 salles de partir immédiatement pour enquêter sur la chute du vieux patriarche et traître Yanxian. Chili a déclaré que si Yanxian s'avérait vraiment être le coupable, il le tuerait personnellement et ne voulait plus entendre d'excuses. À ce moment-là, Li Qingyu et Guruking étaient assis au château de Furukawa, et il lui a demandé si Yang Li avait recommencé à la déranger comme avant. Guruking a dit à Li qu'après son départ, personne dans la famille Gu ne deviendrait son adversaire et qu'elle et son père devaient quitter la ville de Qingjian. Guruking a dit à Li Qingyu que soudainement, dès qu'elle est partie, elle a reçu une mission de la Heavenly Star Sect et sans cela. Ruking a dit à Li qu'elle ne pourrait pas le voir et l'esprit combatif a dit au propriétaire qu'il sentait qu'ils avaient tous les deux un battement de cœur qui s'emballait. Martial Spirit a regardé Guruking et a demandé à Li Qingyu s'il la choisirait ou Muron la nuit et Li ne comprenait même pas ce que cela signifiait. L'esprit combatif a dit à Maître Li qu'il avait trompé 2 belles filles en même temps, et n'a-t-il vraiment pas compris cela jusqu'à maintenant, comme un idiot? Et à ce moment-là, Guruking s'est levé et a dit à Li Qingyu qu'elle était allée voir ce qui était arrivé à Oncle Wu et comment il se sentait. Muron la nuit était en colère à ce moment-là et a commencé à penser Mo Yanao très durement, et il a demandé à sa sœur de rendre les choses plus faciles. Mo Yanao a dit que frère Li Qingyu était en effet excellent et a dit à Muron la nuit qu'à part lui, elle avait de nombreuses options. Muron la nuit s'est mis très en colère et a rapidement commencé à penser la bouche de Mo Yanao et il a dit qu'il voulait dire quelque chose de complètement différent et a plaisanté. Tous les étudiants de l'académie de Tianxing ont continué à se détendre et à explorer cette belle ville, mais soudain ils ont entendu un grand rugissement. Tous les habitants de la ville de Guchuan ont été paniqués et ont dit à tout le monde que les murs de la ville avaient été brisés et que la sécurité était menacée. Les étudiants de l'académie de Tianxing ont vu qu'un énorme monstre était apparu dans les murs de la ville et se sont demandé s'il s'agissait d'une attaque d'une bête. Au même moment, un énorme crocodile et un taureau ensanglanté sont apparus derrière le mur, et ils ont réfléchi à la façon dont ils pourraient se protéger de tels animaux.
Les habitants de la ville de Gushuan ont dit que ces énormes bêtes venaient des terres sauvages et comment pouvaient-elles apparaître là-bas, et c'était très étrange. L'esprit combatif a dit à Maître Li Qingyu que c'était le même homme et il est réapparu et Li a réalisé qu'il leur avait préparé des surprises. Li Qingyu s'est levé et s'est demandé comment lui et ses amis pourraient vaincre ces monstres, puis il a appelé Moni depuis le toit du bâtiment et était heureux de le rencontrer. Moni a souri et a dit à Li Qingyu qu'il ne pensait pas qu'ils se rencontreraient si tôt et que son ami lui manquait déjà. L'esprit combatif a dit à Maître Li Qingyu que Moni pouvait parler à Dieu tout comme lui et Li a réalisé qu'il lui serait très difficile de vaincre cet ennemi. Moni a sifflé et a dit à Li Qingyu que la dernière fois, les directeurs de l'académie sont venus dans la forêt sauvage et lui ont permis de s'échapper et de lui échapper. Et puis la bête sauvage Moni a commencé à cracher des flammes de sa bouche pour que la ville brûle et Moni a dit à Li Qingyu que cette fois il disparaîtrait pour toujours. Li Qingyu a commencé à préparer sa défense et l'esprit martial a dit au maître qu'il avait maintenant la chance d'avoir des os de glace sacrés. Li Qingyu a commencé à arrêter le feu avec sa glace et l'esprit combatif a dit au maître qu'il pouvait utiliser l'esprit de l'eau pour se battre. Moni a demandé à Li Qingyu s'il avait vraiment un double esprit combatif et a dit que c'était très intéressant et excitant. Et à ce moment-là, une énorme bête crocodile est entrée dans la ville et a commencé à détruire tous les bâtiments et Moni a vraiment aimé ça et l'a fait rire. Et puis soudain, un énorme morceau du bâtiment a commencé à tomber directement sur Guru King, qui n'avait pas encore réussi à s'échapper de la ville pendant l'alarme. Guru King pensait que maintenant tout serait fini, mais à ce moment précis, Li Qingyu est apparu devant elle, a gelé le fragment et l'a sauvé. Li Qingyu a demandé à Guru King de partir immédiatement avec le reste des gens car la ville était maintenant très dangereuse. Zinyan a demandé à ses étudiants de protéger tout le monde pendant l'évacuation et ils ont été d'accord avec lui et ont couru pour exécuter l'ordre. Nuron Lanu s'est approché de l'énorme crocodile et a commencé à utiliser l'esprit combatif de la forêt et la technique de la vigne et elle a réussi. Nuron Lanu a commencé à envelopper le crocodile avec ses lianes et elle a réussi à le tenir et elle a demandé aux gens de la laisser l'aider. Moyanao a rejoint les étudiants et a commencé à utiliser la compétence terrestre et la technique du piège et ensemble, ils ont réussi à vaincre le crocodile. Le professeur Zinyan a demandé à tous les élèves de s'unir pour achever le crocodile géant et venger les bons citoyens. À ce moment-là, l'esprit martial a demandé à Maître Li Qingyu d'utiliser simplement le taureau cette fois pour voir sa technique furtive dans les os. Et puis, alors qu'il ne s'y attendait pas lui-même, Li Qingyu s'est rendu compte qu'en fait les os de ces animaux étaient le pouvoir de l'eau et il a appris la vérité. Li Qingyu a regardé l'énorme monstre sanglant et a envoyé des rayons bleus vers lui et a dit que maintenant il ressentirait toute sa puissance. Li Qingyu a dit au monstre que même s'il était fort, comparé à la grosse vache noire de son village, il n'était rien. Les étudiants ont regardé les actions de Li Qingyu et ont pensé que c'était peut-être la technique secrète des os d'animaux et que cela ne pouvait pas arriver. Après plusieurs attaques de Li Qingyu, l'énorme taureau sanglant est tombé au sol et les gens ont pensé que le danger avait disparu et ils ont été sauvés. Li Qingyu a sorti son épée et a sauté vers le taureau pour se débarrasser une fois pour toutes de cet énorme monstre dangereux venu de l'enfer. Mais Moni regarda son taureau blessé et ordonna à l'énorme crocodile d'aider cette bête et d'arrêter Li Qingyu immédiatement. Et après l'ordre du propriétaire Monia, un énorme crocodile est rapidement sorti du piège des étudiants et a pointé une longue langue vers Li. L'énorme crocodile a attrapé fermement Li Qingyu avec sa longue langue et Li a pensé que maintenant tout allait mal et qu'il devait sortir. Et puis l'énorme taureau a commencé à cracher du feu de sa bouche et Li Qingyu a commencé à utiliser l'esprit doré de l'épée sacrée pour frapper cette bête. Tout autour de Li Qingyu était couvert de flammes et il a réussi à frapper avec son épée et espérait avoir fait de bons dégâts au monstre. L'énorme taureau a commencé à crier et Li Qingyu a atterri sur le sol et a observé ces monstres et a attendu leurs attaques de représailles. Martial Spirit a dit à Maître Li Qingyu que ce n'était pas bon et qu'ils avaient trop sous-estimé ces deux bêtes et avaient commis une erreur. L'esprit combatif a dit que le crocodile est une bête des temps anciens et que sa salive est corrosive et est l'ennemi de l'esprit métallique. Li Qingyu a demandé pardon à son esprit et a déclaré qu'en ce moment, il était trop faible pour montrer sa vraie force à ses ennemis. Moni à ce moment-là continuait de se tenir sur le toit et ordonnait à ses animaux, un énorme taureau et un crocodile, de ne pas laisser ses étudiants survivre. Et à ce moment précis, le taureau sanglant a craché du feu de sa bouche et a dirigé cette flamme vers les étudiants et Moni a voulu détruire toute la secte Tianxing. Li Qingyu s'est levé et a couru pour vaincre le monstre et a demandé à l'esprit de Zanqin de tenir le coup pendant un moment et il a été d'accord avec le propriétaire. Le taureau a continué à cracher du feu et les flammes ont presque atteint l'étudiante Nuron Lanu et elle était assise par terre et était en danger. Li Qingyu a rapidement couru vers elle et, debout devant un énorme taureau, a pointé son épée de combat sur le monstre et a voulu le détruire. L'épée de Li Qingyu a commencé à se fissurer et Moni a dit aux poubelles que même s'il avait l'ancien esprit combatif, cela n'avait pas d'importance. Moni a dit à Li Qingyu qu'il ne serait pas capable d'arrêter le taureau et qu'il détruirait bêtement son esprit combatif et n'obtiendrait aucun résultat. Mais Li Qingyu n'a pas écouté ce méchant Moni et a continué à pointer son ancienne épée vers l'énorme monstre et a espéré son succès. Mais ensuite Guru King a couru vers lui et a dit à son frère Li Qingyu qu'elle l'aiderait à vaincre le monstre s'il lui permettait de l'aider. Moni a été surprise et a demandé à Li Qingyu si c'était vraiment une autre beauté et il semble qu'il ait eu beaucoup de chance dans la vie avec de belles dames.
Lee Kun-yu a remarqué que Moni, voyant Guru King, a ordonné à son crocodile de l'attaquer et a dirigé un rayon vers le monstre avec sa seconde main. Le faisceau a finalement touché l'énorme crocodile et à ce moment-là, il s'est figé et a cessé de s'approcher de Mademoiselle Guru King. Moni a dit qu'il était très intéressé et Lee Kun-yu voulait-il vraiment sauver les deux beautés et pensait-il qu'il réussirait à la fin? Lee a continué à protéger les filles des monstres à deux mains et Moni lui a dit qu'il était trop faible pour en sauver deux en même temps. Moni a demandé à Lee Kun-yu qui il choisirait et Lee a dit qu'il était trop faible et ne pouvait pas protéger le village et qu'il voulait être plus fort. Lee Kun-yu a commencé à crier de toutes ses forces et il ressentait maintenant une douleur infernale mais ne voulait pas abandonner ses mains pour qu'une des dames meure. Mais Lee ne s'y attendait pas et se figea de surprise et fut sous le choc car il remarqua que ces esprits du feu et de l'eau commençaient à se mélanger. Lee Kun-yu n'a pas été surpris et a immédiatement jeté son ancienne épée sur l'énorme crocodile et a pensé que maintenant, à la fin, tout serait fini. Mais Moni réalisa également que maintenant son énorme crocodile allait mourir et se dirigea rapidement vers lui et empêcha le vol de l'épée avec sa technique. Suite à un tel coup, l'ancienne épée de Lee Kun-yu a changé de trajectoire et a atterri sur le sol et Moni était heureux d'avoir réussi à le faire. Et à ce moment-là, Lee Kun-yu s'est figé de surprise en regardant Moni et a pensé qu'il ne pourrait jamais imaginer une telle chose de sa vie. Lee Kun-yu a regardé Moni, dont la capuche était tombée, et lui a demandé s'il était vraiment une fille et comment est-ce possible. Les étudiants de l'académie de Tianxing furent également très surpris de voir que ce traître était une fille et pensèrent que ce n'était pas Moni. Muron Lanus s'est approché de Lee Kun-yu et leur a demandé qui était cette fille dans le ciel et si elle avait invoqué d'énormes bêtes dans la ville. Guru King a demandé à Lee Kun-yu si elle les avait attaqués la nuit dernière, si elle était une traîtresse de la secte Tianxing et pourquoi est-ce une fille. La fille a souri et a dit aux étudiants qu'ils avaient tout compris et qu'elle n'était pas Moni et qu'il avait été tué depuis longtemps par la secte Tianxing dans le désert. La fille a dit que sa véritable identité était sa sœur jumelle Moni et qu'elle s'appelait Monaxu et qu'elle faisait semblant d'être Sony pendant tout ce temps. Elle a dit à Monax qu'elle était l'héritière de l'esprit combatif et de la mémoire de son frère et qu'elle savait qu'il souffrait et voulait se venger des habitants de Tianxing. Monaxu s'en souvint, puis Ling Yun dit aux étudiants qu'aujourd'hui, c'est un test ordinaire pour eux et qu'ils devraient le prendre au sérieux. Et Ling Yun a dit que Moni venait ensuite et les étudiants ont dit que c'était la même poubelle et qu'ils n'avaient communiqué avec personne à cause de ses bonnes notes. Les étudiants ont dit que les villageois faisaient de leur mieux et qu'ils avaient toujours l'impression que le comportement de Monia était étrange. Moni est allé au test et a utilisé l'esprit de combat doré et le pouvoir de la jungle rouge sang et une belle lueur y est apparue. Le chef du Chili a déclaré que cet étudiant de Tianyang n'était pas comme quelqu'un des plaines centrales et qu'il était différent de tous les étudiants. Le chef de la salle a dit au chef du Chili que le vieil homme ne savait pas non plus d'où il venait, mais dans cette salle bêchant, il a également réussi le test de l'écure. Les étudiants n'arrêtaient pas de se moquer de Moni et de lui demander quel genre d'esprit combatif il avait et quel était ce stupide bâton dans sa main. Les étudiants ont dit à Moni que bien sûr, c'était un mauvais esprit d'autodéfense et qu'ils étaient sincèrement désolés pour lui mais qu'ils ne voulaient pas le voir. Moni s'est mis très en colère contre tous les étudiants et les a regardés avec colère et a dit qu'il était déjà complètement fatigué de leur comportement idiot. Moni a ordonné à tous les étudiants sans valeur de le quitter rapidement et immédiatement il a frappé avec son bâton et tout autour a commencé à brûler avec des flammes. Le chef du Chili a immédiatement bondi de son siège et s'est rapidement dirigé vers l'étudiant. On pourrait penser qu'il aurait dû calmer cet étudiant rapidement. Le chef du Chili s'est tenu devant les étudiants de l'académie de Tianxing et a pointé ses boules de feu sur Moni et a commencé à utiliser ses techniques. Le chef de classe a demandé à Zan Moni comment il avait osé faire du mal aux étudiants de l'académie de la secte voisine et attaquer ces personnes. Zan Moni s'est retourné et a dit au chef qu'il voulait juste montrer à tout le monde qu'eux-mêmes n'étaient que des déchets et sans valeur. Les étudiants se sont mis en colère et ont demandé à Sonia qui il traitait de déchets et ont dit qu'il était allé trop loin et qu'il ne connaissait plus les limites. Les étudiants ont dit à Zan Moni que son talent était comme son mauvais caractère et qu'il était lui-même un véritable déchet humain. Le chef de la salle s'est levé et a dit à Zan Moni que c'était assez et comment ose-t-il agir avec autant d'arrogance et intimider les étudiants. Le chef de la salle a pointé son doigt et a ordonné à Zan Moni d'aller réfléchir seul à ses erreurs et de tirer ensuite quelques conclusions. Zan Moni a regardé le chef de salle et a demandé au professeur s'il avait entendu comment il avait intimidé les élèves et ce qu'il lui disait tout à l'heure. Le directeur de la salle a été choqué par le comportement de l'élève Zan Moni et a demandé au professeur s'il venait d'entendre les calomnies éhontées contre lui. Zan Moni a demandé au professeur si c'était parce qu'il était du village et que c'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais voulu le protéger. Un jour, Zan Moni et le reste des étudiants sont allés dans les terres sauvages et un énorme tigre est apparu devant eux et leur a bloqué le chemin. Moni pensa que ses arts martiaux n'étaient pas suffisants pour vaincre le tigre et il ordonna au tigre épineux de partir rapidement de là. Zan Moni se tenait très près du tigre épineux et pensait qu'il devait utiliser la technique de la folie, sinon tous les étudiants mourraient. Les étudiants ont regardé cela et se sont demandé si le tigre épineux reconnaissait vraiment la loyauté de Monia et comment cela était-il possible en réalité. Les étudiants ont dit que Monia avait cette capacité mais pourquoi n'a-t-il pas utilisé la technique avant et personne ne le savait jusqu'à présent. L'étudiant a déclaré que son père lui avait dit qu'une race de démons vivants à l'état sauvage était née pour contrôler les animaux sauvages.
Et l'étudiant a dit que les gens soupçonnaient que les vagues de bêtes sauvages qui arrivaient régulièrement pouvaient être liées à la race des démons. Les étudiants ont regardé Zanmoni et ont réalisé qu'il avait chassé le tigre épineux et qu'il n'était pas un humain mais un démon dans la chair d'une personne ordinaire. Et puis les étudiants ont commencé à attaquer Moni et ont dit que la race des démons ne faisait qu'un avec les bêtes sauvages et lui ont dit de se perdre. Les étudiants ont dit que le démon voulait devenir un pratiquant et voulait le tuer et pensaient qu'il avait influencé les professeurs avec sa technique de folie. Mais peut-être s'est mis en colère et a demandé aux étudiants et s'il était un démon et si ce n'était pas pour lui, ils seraient tous morts dans cette nature sauvage. Et immédiatement après cela, Zanmoni s'est brutalement adressé à tous les étudiants parce qu'il en avait déjà complètement marre qu'ils soient idiots. Zanmoni avait déjà complètement perdu le contrôle de lui-même et pensait que ses étudiants étaient eux-mêmes responsables et il ne leur voulait aucun mal. Et après quelques minutes, tous les directeurs de l'académie de Tianxing sont venus et ont demandé à Zanmoni pourquoi il avait commis une action si terrible. Zanmoni a demandé au chef de Tianxing qu'il était également là pour l'achever et a dit qu'il était très intéressé. Moni a dit au chef que lui aussi pouvait l'aider parce que la secte de Tianxing était pire que les cochons et le détestait parce qu'il n'était pas une personne comme tout le monde. Moni a dit à tout le monde qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de lui et le chef a demandé à Tianyan de tout faire et d'achever Zanmoni maintenant. Le chef a dit que Moni avait raison et qu'ils avaient fait beaucoup de choses de mal, mais il a tué ses frères et maintenant le crime est devenu une réalité. Xinyan a entendu Sœur Monia et elle a dit que cette histoire était celle de son frère et que la secte Tianxing l'avait trahi et qu'il n'était pas un traître. Elle a dit à Monax que tout le monde voulait faire du mal à son frère et qu'il voulait seulement se protéger et qu'il ne pouvait donc pas être un traître. Elle a dit à Monax qu'elle avait hérité de l'esprit de son frère et qu'elle utilisait la méthode de la folie comme lui et qu'aujourd'hui elle va achever tous les habitants de Tianxing. Monaxieux a commencé à évoquer la technique des vagues rouges et a déclaré qu'elle utiliserait son sang pour honorer l'âme de son frère au paradis. Xinyan s'est rendu compte que Monaxieux était sous une très forte oppression et qu'en plus, elle avait aussi 2 bêtes anciennes et elle n'était pas égale à elle. Monaxieux a qualifié les gens de l'académie de Tianxing de poubelle et a déclaré que c'était la véritable force puissante donnée par cette secte de Tianxing. Les animaux ont commencé à s'approcher des étudiants et Monax a dit qu'ils ne pourraient jamais y parvenir de leur vie et qu'ils y mourraient. Zénien a beaucoup souffert de la douleur de ces vagues rouges et a été surpris de savoir pourquoi son corps tremblait parce qu'il était Fangu Zénien lui-même. Nuron Lannu a tenu Li Qingyu et a demandé à son frère de se calmer et a dit qu'il pourrait encore vaincre Monaxa à la fin. Gurukin a également détenu son frère Li Qingyu et a dit qu'ils éviteraient cela et qu'ils ne devraient pas être imprudents et stupides. Li Qingyu pensait qu'il était encore trop faible et que s'il pouvait demander de l'aide à quelqu'un, il pourrait vaincre ce Monaxa. Mais à ce moment-là, quelqu'un a dit à Monax d'arrêter immédiatement d'attaquer les étudiants et les personnes sans défense et d'abandonner. Monaxieux a été surprise et a levé les yeux et a vu une personne familière dans le ciel et a pensé comment elle savait qu'elle était maintenant dans cette ville. Et à ce moment-là, de nombreux dragons volaient dans le ciel et une femme s'assit sur l'un d'eux et conduisit le reste des dragons vers cette ville. Quelques minutes plus tard, la femme atterrit au sol sur son dragon et les étudiants de l'académie ne purent pas non plus comprendre qui elle était. L'homme a dit qu'il s'agissait du chef actuel du groupe démoniaque Esha et a demandé à ceux qui n'ont rien à voir avec cela de se retirer. Moyanao a pensé au chef de la race des démons et a demandé à son peuple si elle était venue là-bas pour tous les achever. Esha a dit à Monax que son frère Moni avait volé les cristaux de dragon rouge hérités du chef et qu'elle ne les avait pas non plus rendus. Esha a déclaré qu'utiliser ces cristaux pour diriger des animaux vers des personnes était un crime et elle avait encore une nouvelle. Esha a dit à Monax que l'ancien chef, son père, était mort alors qu'elle était partie et que juste avant sa mort, il l'avait appelé par son nom et avait quitté ce monde. On a dit à Monaxu que son frère était venu au pays des arts martiaux pour apprendre des techniques et qu'il voulait changer la vie de la race des démons. Esha a dit à Monax qu'en plus de voler les cristaux de dragon, elle avait également décidé de travailler avec le temple fantôme et avait attiré l'attention. Monaxieux a été dérangé par les chefs lors de l'invasion de la nature et le temple fantôme a attaqué la secte Tianxing, ce qui a entraîné des morts. Xinyan a entendu les paroles de Eshi et a pensé que c'était lui qui était vraiment responsable de la récente tragédie à l'académie de Tianxing. Li Qingyu a demandé à son esprit martial s'il avait déjà entendu le nom du temple fantôme, mais l'esprit a également entendu ce nom pour la première fois. Esha a dit à Monax que même si la secte de Tianxing avait tort, son frère avait été exécuté parce qu'il avait tué trop de gens de la secte. Esha a demandé à Monaxu si la vengeance mène à la vengeance, y aura-t-il une fin, mais elle s'est excusée auprès de son père de l'avoir autant laissé tomber. Monaxu a dit à Esha qu'elle avait tort et lui a demandé de la punir pour de telles actions et lui a remis la pierre de dragon rouge. Esha prit la pierre rouge de Monaxu et dit que le trésor de la race démoniaque était enfin revenu à sa place d'origine. Esha a regardé tout ce chaos dans la ville créée par Monax et les bêtes géantes qu'elle a amenées. Esha ordonna aux crocodiles géants et aux taureaux de retourner à leur place et de laisser tranquilles les pauvres habitants de cette glorieuse ville. Esha a demandé aux gens de la secte Tianxing de continuer à honorer le Seigneur et cette fois le pauvre Monaxu a été trompé par le scélérat rusé. Esha a déclaré qu'il avait causé des problèmes à la secte de Tianxing, mais que la secte devait faire attention au temple fantôme et qu'elle le détruirait. Avant de partir, elle a dit à Monax à Li Qingyu qu'il était en effet très attirant et fort, et qu'elle l'aimait vraiment en tant qu'homme courageux.
Li Qingyu a dit à Monax qu'en fait elle ne pouvait pas le vaincre sans le cristal de dragon rouge et il a été surpris par ces mots. Monax a remercié Li Qingyu de l'avoir arrêté et de l'avoir empêché de commettre une erreur. Ils se rencontreront à l'avenir et lui ont demandé de se souvenir de son nom. 3 jours plus tard, Li Qingyu et les autres sont retournés à la secte Tianxing et tout le monde s'est finalement calmé, et Li Qingyu est entré dans le hall de la salle Beichan. Li a rencontré Ling Yun et s'est incliné et lui a dit que le disciple Li Qingyu avait salué le professeur et était très heureux de le revoir. Ling Yun a dit à Li Qingyu qu'il avait vu l'attaque contre la secte Tianxing et qu'il devait être au courant de la disparition de Yanxian et du chef de cette secte. Li Qingyu a dit au professeur qu'il savait tout et le professeur lui a-t-il vraiment demandé de se rencontrer en tête-à-tête pour résoudre rapidement ce problème. Le professeur Lin Yun a dit à Li Qingyu qu'il avait tout dit correctement et que demain matin, il descendrait la montagne et terminerait la tâche de son professeur. Li Qingyu s'est assis à genoux et a demandé au professeur pourquoi il l'avait expulsé de la salle de la secte et s'il avait vraiment fait quelque chose de mal et avait été puni. Ling Yun a souri et a commencé à soulever Li Qingyu et a dit qu'il avait apporté une énorme contribution à la secte et comment pourrait-il l'expulser de l'académie. Maître Ling Yun pensait que même si Li Qingyu avait du talent et de très fortes capacités, il était aussi très simple et innocent. Ling Yun a déclaré que tous les chefs étaient d'accord sur le fait que Yanxian avait conspiré avec le temple fantôme pour capturer le chef de l'académie. Mais il doutait que Yanxian ait fait cela parce qu'il était né sous le nom de Shen Yanxian et qu'il était l'une des 10 meilleures personnes de la secte des descendants de l'empereur. L'un a dit que pour protéger la sécurité de tous, le père de Yanxian et d'autres personnes influentes ont été sacrifiés à l'étranger. Maître Ling Yun a dit qu'à cette époque, Yanxian était encore un enfant, et il l'a adopté et l'a emmené à la secte Tianxing et a bien pris soin de lui. Le professeur Lin a déclaré que afin d'éviter les soupçons des autres, il a caché son passé en changeant son nom en Yanxian. Li Qingyu s'est rendu compte que frère Yanxian était en fait le descendant d'un héros, et il n'était pas surprenant que son tempérament soit inhabituel. Ling Yun a dit que Yanxian était le descendant et le disciple le plus fort qu'il ait élevé et comment pouvait-il trahir la secte et le professeur. Le professeur a dit à Li Qingyu qu'il l'enverrait donc là-bas avant que les gens de la secte Tianxing ne le trouvent et qu'il devait le ramener. Li Qingyu s'inclina et dit hardiment au professeur qu'il n'échouerait pas cette mission mais où pourrait-il commencer à chercher le guerrier aîné Yanxian. Ling Yun a dit à Li Qingyu qu'il pourrait se rendre dans l'ancienne maison de la famille Shen dans la capitale pour voir s'il y avait des indices intéressants. Ling Yun a dit à Li que même si ce test sauvage n'était pas terminé, il le compterait pour que Li Qingyu puisse rapidement atteindre l'objectif du test. Ling Yun a dit à Li Qingyu qu'il avait également fait preuve du courage et de la bravoure que les pratiquants devraient avoir et qu'il est devenu plus fort. Il y avait maintenant cette étoile et ce badge pouvait montrer son niveau et le professeur ne s'attendait pas à ce qu'à ce moment-là il soit fort. Li Qingyu pensait que lorsqu'il est arrivé pour la première fois au pays des arts martiaux, il était jaloux des gens forts qui portaient des badges. Bien que Li Qingyu se considérait toujours comme faible, aujourd'hui, il est finalement officiellement devenu l'une des personnes fortes avec l'insigne. Li Qingyu a dit au professeur que son pouvoir de star est fort mais pourquoi n'a-t-il pas de badge et Lin Yun a dit à l'élève qu'il ne comprenait rien. Ling Yun a dit que le niveau des personnes fortes est divisé en 3 niveaux et que chaque niveau est divisé en 10 niveaux et que c'est difficile. Ling Yun a dit que toutes les têtes dépassaient le niveau des étoiles du ciel et n'étaient pas limitées au rang laïque et à d'autres popularités. Li Qingyu a compris pourquoi le maître n'avait pas de badge et ne savait pas quand il pourrait devenir aussi fort que le courageux professeur Lin Yun. Li Qingyu a dit à son esprit martial qu'il devrait aller quelque part pour le savoir avant de partir demain et se préparer. Et Li Qingyu a dit que Snow Fairy Peak était situé sur la falaise derrière la secte et était couvert de glace et de neige, et il pouvait s'accrocher à la glace. Li escaladait la montagne et réalisa qu'il faisait si froid là-bas et que s'il n'avait pas d'esprit métallique, il ne pourrait pas y arriver. Martial Spirit a dit à Li Qingyu qu'il devait voir celui qui lui avait parlé ce jour-là dans la salle Beichan avant de descendre de la montagne. Li Qingyu a escaladé la montagne et a été choqué et a dit qu'il y avait des pierres précieuses de toutes sortes d'attributs et qu'elles étaient maintenant riches. Li Qingyu a regardé les inscriptions dessinées sur cette montagne et a soudainement entendu quelqu'un dire à Li Qingyu qu'il était venu. Une lueur rouge est apparue là-bas et ils ont dit à Li Qingyu qu'ils attendaient cet enfant talentueux depuis longtemps et qu'il était enfin là. Des esprits sont apparus devant Li Qingyu et ils ont dit que c'était très bien et qu'ils attendaient le corps des anciens dieux depuis longtemps et étaient très heureux. L'esprit a dit qu'à l'âge de 500 ans, l'ancêtre du fondateur de Tianxing savait qu'il avait atteint sa limite et a copié sa conscience en mots sur le mur. L'esprit a dit que cette prise de conscience leur appartenait et qu'ils étaient l'incarnation du reste des ancêtres de ce monde et qu'ils avaient de bonnes intentions. Les esprits disaient que l'ancêtre lui avait demandé de rester dans ce monde uniquement pour l'attendre tout le temps, c'est-à-dire le corps d'un ancien dieu. Les esprits ont dit à Li Qingyu qu'en fait toute la secte Tianxing avait été construite pour attendre son apparition et que c'était très intéressant. Les esprits ont dit que maintenant, au nom des ancêtres de Tianxing, ils confiaient à Li Qingyu l'héritage du poste de chef de la secte et de chef du chef de Tianxing. Li Qingyu a dit aux esprits des 3 ancêtres qu'il s'était probablement trompé et qu'il était un simple disciple et qu'il ne savait rien du corps de l'ancien dieu. Les ancêtres disaient qu'avant l'avènement de la civilisation sur ce continent, il y avait 2 autres époques, anciennes et archaïques, et alors les gens avaient plus d'un esprit.
L'ancêtre a dit que le fondateur de Tianxin était né dans l'ère antique et qu'il avait 5 esprits martiaux, du bois d'or, du feu, de l'eau et de la terre. L'esprit disait que les gens de l'ère archaïque, à leur tour, avaient un pouvoir stellaire plus fort et il y avait une théorie intéressante. L'ancêtre a dit que la légende dit que les personnes les plus fortes de l'époque archaïque avaient jusqu'à 9 esprits combattants et qu'ils croyaient aux rumeurs. Mais l'ancêtre a dit que malheureusement les deux époques ont été effacées de la surface de la Terre à cause des vagues d'animaux sauvages et des gens qui s'entretuaient. L'ancêtre a dit que des lignées extraordinaires et de nombreuses compétences avaient été perdues et que, par conséquent, les gens devenaient de plus en plus faibles. Lee Kuan-Yew a été très surpris et a demandé s'il y avait vraiment 9 esprits martiaux et en plus des 5 éléments, il y avait d'autres faits intéressants. L'ancêtre a dit que c'est pour cela que les gens de l'époque archaïque étaient appelés dieux et que lui, qui a l'ascendance de l'ère antique, était appelé le corps d'un dieu antique. L'ancêtre a dit à Lee Kuan-Yew qu'il était trop faible maintenant et qu'il n'avait réveillé que 2 esprits martiaux, et même s'il avait le corps d'un ancien dieu, il pensait qu'il n'était pas digne d'être le chef. Lorsque le fondateur de la secte Tianxin observa le ciel, il prédit que l'avenir de ce continent serait un désastre à cause des vagues de bêtes sauvages. La catastrophe commencera par la disparition de personnes fortes puis, comme dans les 2 autres époques, elles s'éteindront à nouveau, s'entretuant à cause des vagues d'animaux sauvages.